Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonjour, joyeuse Pâques et bienvenue à Droit de Réponse. Droit de Réponse, c'est votre magazine dominical sur Equinox Télévision qui fait le round-up des principaux sujets évoqués par la presse au cours de la semaine qui s'achève. Et cette semaine, la presse est beaucoup intéressée à l'affaire de la levée de fonds initiée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC, dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus au Cameroun. Une initiative interdite par le ministre de l'administration territoriale observe la nouvelle expression. Le journal du Carrefour Equinox à Bonakwamouan, ici à Douala, indique que Paul Atangadi demande l'arrêt des opérations de levée de fonds lancées par certains leaders politiques et fait savoir qu'une telle opération requiert au préalable son autorisation. Le quotidien Le Jour note que Atangadi bloque Maurice Kamto. Le journal Daman Mana explique que le MINAT suspend cette initiative privée disant s'appuyer sur la loi du 21 juillet 1983 régissant les appels à la générosité publique au Cameroun. Réaction de Christian Pendaokoka, le président du Management Committee de cette opération dénommée Survie Cameroun Survival Initiative. Les Camerounais sont invités à poursuivre cette campagne de collecte de fonds. Et la nouvelle expression de conclure que Pendaokoka défie Atangadi. Pour le quotidien, le Messager s'est reparti pour un autre duel Biya-Kamto après celui de la présidentielle 2018. Un duel qui tourne à l'avantage du président national du MRC, Maurice Kamto, dit le journal de la rue des écoles à travers l'opération de levée de fonds, a collecté en moins de 3 jours 336 189 221 francs CFA, alors que le Fonds spécial de solidarité nationale lancé par Paul Biya est alimenté à compte-gouttes, si bien, conclut le journal depuis Ndiaoui, qu'on peut dénombrer sur les doigts de la main les contributions qui y parviennent. C'est en tout cas une bataille dont les Camerounais n'ont pas besoin en ce moment, la préoccupation aujourd'hui étant la construction d'une union sacrée de la nation tout entière face au coronavirus qui continue de faire des ravages dans notre pays. Et de toute évidence, cette union sacrée est ce qui fait cruellement défaut au Cameroun en ce moment et le gouvernement Dion-Ngouté n'en est pas épargné, soutiennent des analystes qui décryptent la récente lettre du Premier ministre chef du gouvernement aux autres membres de cette institution. S'agissant de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte contre la propagation de la pandémie du coronavirus, écrit le secrétaire général des services du Premier ministre, les administrations sectorielles impliquées doivent préalablement solliciter et obtenir formellement du chef du gouvernement les autorisations nécessaires avant de prendre des mesures à portée générale, de manière, poursuit la correspondance, à éviter la cacophonie observée dans la communication sur cette crise sanitaire qui préoccupe la communauté nationale et internationale. Question, à qui s'adresse précisément ce rappel à l'ordre du chef du gouvernement? Au ministre des enseignements secondaires et au ministre de l'éducation de base dans l'affaire de la fausse vraie rumeur sur le retour à l'école le 21 avril prochain, au ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation dans la récente sortie sur les chauves-souris ou encore sur la production de la chloroquine a abondamment été relayée sur les réseaux sociaux cette semaine, ou encore au ministre de l'administration territoriale dont certains disent que sa menace contre le mouvement pour la renaissance du Cameroun sur la question de la levée des fonds était une sortie de piste, ou même encore au ministre de la Santé publique qui dit avoir changé son mode de communication sur le coronavirus au Cameroun. Cette cacophonie gouvernementale n'impacte-t-elle pas négativement sur la lutte que l'État du Cameroun mène contre le coronavirus? Que vaut ce recadrage du Premier ministre? Peut-on s'attendre dorénavant à une communication harmonisée du gouvernement sur cette crise, notamment au lendemain de l'annonce de 7 nouvelles mesures édictées par le Premier ministre, parmi lesquelles le port obligatoire du masque pour tout le monde dans les lieux publics dès demain, lundi 13 avril 2020.
Toutes ces questions et bien d'autres constitueront la toile de fond de cette émission de Droit des réponses qui reçoit ce dimanche Maître Emmanuel Pensi. Bonjour, Maître. Bonjour Duval et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Je ne suis pas simplement militant, je suis un cadre du parti. Mais je voudrais quand même, tout à l'heure on en parlera, parce que j'ai un de mes fils qui est confiné, qui travaille à Paris, qui est à TF1, qui est subdéco et qui est là depuis le 17 mars. Et qu'on balade d'hôtel en hôtel, et qui se sent bien. Que juste ici, on m'a dit qu'il est peut-être porteur sain, mais ça fait plus d'un mois. Et je ne pense pas qu'on doit le mettre dans un hôtel qu'on appelle Afrique Hotel, qui se trouve à Brazzaville, je ne sais pas où c'est. Je suis prêt à payer l'hôtel de mon fils, et puis à payer qu'on lui fasse un test probant, sérologique, avec mon argent. Parce que c'est mon fils et je ne voudrais pas qu'on le balade. Il n'est pas malade, il se sent bien. On m'a autorisé à le sortir, j'ai pas voulu parce que on m'a dit qu'il était testé positif, mais ça fait plus d'un mois. Et pour les parents, c'est quelque chose d'insupportable. Donc, il faudrait qu'on ait une certaine manière de faire pour rassurer les populations. Et je pousse cette gueulante, bien que je remercie les autorités pour le fort incommensurable que fait le gouvernement. D'ailleurs, je salue ici le gouverneur qui a payé de sa personne, puisqu'il a été lui-même malade, mais de grâce. Quand vous prenez les gens et que vous les mettez en confinement, faites des tests rapidement, ne laissez pas comme ça des personnes qui vivent. Mon fils est né en France, il travaille en France, il est subdéco, et je ne voudrais pas que ça se passe comme ça, et que ça se passe mal. Donc, je souhaite vraiment qu'on fasse des tests, qu'on rassure les familles, et qu'on sait très bien que les tests sérologiques ne coûtent pas cher, en France notamment, et il faudrait faire des tests probants. Je remercie le docteur Kamé, qui est un grand médecin et qui s'occupe de cela au niveau de la région du littoral. Et il faudrait qu'on rassure les populations parce que ça va dans tous les sens. Merci Maître Emmanuel Pensi. En tout cas, on aura l'occasion de revenir sur cette question dans le courant de cette émission. J'introduis également le docteur Modeste Ngonon. Bonjour. Bonjour Monsieur Duval Fangwa. Je salue les copanélistes. Je salue les Camerounais, et tout en leur disant que devant le péril qui nous menace, le Cameroun a un peuple qui est grand. Et ce grand peuple doit sortir vainqueur, ensemble, et dans la concorde, contre le coronavirus. Docteur Modeste Ngonon, vous êtes médecin et vous êtes également militant du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Et je dois préciser que vous êtes membre du bureau du porte-parole du MRC du président Maurice Kamto. Tout à fait, Monsieur Duval Fangwa, tout à fait, parce que je veux dire, parmi d'autres casquettes, entre autres, donc, il y a cette situation où je suis effectivement membre du bureau de porte-parole du président Kamto et j'ai d'autres casquettes politiques que je ne voudrais pas évoquer ici. Ouais. Merci infiniment d'être venu sur ce plateau. Edmond Kangia, bonjour. Bonjour Duval Fangwa, je salue les copanélistes. Je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices fidèles de cette émission et je leur souhaite une joyeuse fête de Pâques, en espérant que cette fête de Pâques soit un signe d'espoir pour tous les Camerounais, pour tous les Africains et pour tous les citoyens du monde entier qui luttons ensemble contre le coronavirus. Espérons que cela permettra, à travers cette journée, pour tous les chrétiens et pour tous ceux qui luttent contre le coronavirus, d'éloigner davantage ce virus afin qu'il n'y ait plus de propagation et que les Camerounais, les Africains et les citoyens du monde soient de plus en plus en santé. Merci Edmond Kangia, vous êtes journaliste, éditorialiste à la Nouvelle Expression et consultant à droit de réponse. Nous avons en ligne des États-Unis le docteur Marie Mbaga. Bonjour. Bonjour merci de m'avoir donné l'opportunité de discuter avec vous aujourd'hui. Je vous remercie sur la demande de groupe
Vous savez, la liste, j'espère que vous pouvez cette rencontre pour apporter quelque chose à notre pays. Donc la qualité technique va s'améliorer. Merci, Dr Marie Mbaga. Vous êtes médecin de santé publique et vous êtes spécialiste en santé internationale. Des membres du gouvernement sur une sorte de cacophonie gouvernementale qu'on observe. C'est vrai qu'on en parlait déjà la semaine dernière, on l'a évoqué, on l'a effleuré un tout petit peu, mais là on a donc cette correspondance qui attire l'attention des membres du gouvernement sur la nécessité de faire viser leur sortie, leur déclaration par le chef du gouvernement avant toute autre opération. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette sortie du Premier ministre? D'abord, il faut dire qu'il était temps que le Premier ministre du gouvernement assume pleinement et totalement ses fonctions, en ne permettant plus que des ministres, de manière isolée, puissent faire des sorties parfois inopportunes, désagréables, et de manière parfois à rendre difficile la communication, la sensibilisation sur le message précieux qu'adresse régulièrement le ministre de la Santé aux compatriotes. Il était important que le message, je le répète, du ministre de la Santé soit entendu et qu'il n'y ait pas de bruit autour, des bruits provoqués par d'autres membres du gouvernement sur des questions parfois, j'allais dire, incidemment concernant leur département ministériel, mais qui n'apporte rien ou pas grand-chose à la communication que fait le ministre de la Santé en ce moment. En fait, vous lisez dans la ligne et vous semblez indiquer qu'il y a un problème avec la communication du ministre de la Santé publique qui est brouillée par d'autres communications de membres du gouvernement. C'est bien cela. C'est le cas. En fait, pour vous, c'est une sortie qui vise à, on va dire, comment, à protéger la communication du ministre de la Santé. Absolument. C'est-à-dire c'est une sortie qui vise à rassurer d'abord le ministre de la Santé sur le travail efficace, sur les efforts qu'il fournit sur le terrain, et on le voit bien, mais également c'est une sortie qui vise, et je le disais tantôt, au Premier ministre chef du gouvernement de reprendre la main, parce qu'à un moment donné on a eu l'impression qu'avec diverses sorties de certains ministres membres du gouvernement sur des sujets qui ne sont pas directement liés au combat que mène le ministre de la Santé, ça détonnait, ça donnait l'impression que ça allait dans tous les sens. Et vous le savez très bien, sur ce plateau, nous avons évoqué récemment la cacophonie gouvernementale et la nécessité d'une synergie gouvernementale. Espérons que cette sortie forte du Premier ministre chef du gouvernement va nous ramener enfin vers ce qu'on attendait depuis. Et désormais, comme il a demandé qu'il y ait un visa, c'est-à-dire il faut bien que chaque fois qu'un ministre veut intervenir, sur quelque quitus du Premier chef du gouvernement, que ça n'aille pas dans tous les sens. Alors, la liaison a été rétablie avec le docteur Marie Mbaga. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Je crois que ça va de mieux en mieux, merci. Alors, il y a donc ce premier sujet que nous évoquons en rapport avec ce qu'on considère comme étant une sorte de cacophonie gouvernementale concernant la stratégie de riposte du gouvernement face au Covid-19. Est-ce que vous avez perçu de là où vous êtes cette cacophonie gouvernementale? Oui, bonjour encore, et je dirais, nous ne sommes pas étonnés de cette cacophonie. Il y a 2 ou 3 semaines, sur les antennes de chaîne au courant, nous dénoncions totalement de stratégie globale. Et cette sortie vient après nous, parce que qui est le commandant en chef dans cette histoire. Quand on veut faire une stratégie globale, la première chose, c'est de dire qui est le chef et qui doit faire quoi. Sur la riposte du gouvernement au Covid-19 au Cameroun, nous n'avons pas su dès le début
quelles étaient les différentes responsabilités des membres du gouvernement. Il s'agit ici d'une crise sanitaire et comme telle, le Premier ministre qui a une stratégie nationale éditée par peut-être le président de la République donne les ordres et à mon sens, il s'agit d'une question de santé publique. Le ministre de la Santé devrait pouvoir être le chef et tous les autres ministres et directeurs généraux doivent pouvoir faire des efforts pour concourir à l'atteinte des objectifs sanitaires fixés. Pourquoi nous avons un problème aujourd'hui avec ça? Parce qu'initialement, il n'y a pas eu d'objectifs sanitaires. Comme vous le savez très bien, le document que nous avons donné au Premier ministre, nous avons décliné ce document en termes d'objectifs. Les objectifs à atteindre à court, moyen, long terme et comment on devrait le faire, y compris à travers la création du task force. Je salue la sortie du Premier ministre pour dire qu'en temps de crise, on ne communique pas tout azimut. C'est une bonne chose. Néanmoins, cette sortie ne précise pas qui est le responsable de la task force. À qui est-ce qu'incombe la communication définitive ou alors ultime à ce niveau-là? Je vous prends par exemple les pays comme les États-Unis. Aux États-Unis, le président Trump, par exemple, fait un communiqué de presse tous les jours. Mais il ne fait pas le communiqué de presse pour remplacer celui qui gère la task force anti-coronavirus ici. Tous ces démembrements, chacun passe pour dire exactement ce qui se passe. Donc, nous saluons cette sortie, mais elle ne résout pas le problème. Nous allons encore voir ces différentes choses. Ce n'est pas clair. Donc, qui dirige la responsabilité, par exemple, du MINRESI dans cette équipe, quelle est sa responsabilité? La responsabilité du ministre de l'administration territoriale, c'est laquelle? Et ainsi de suite. Et encore, nous insistons notre proposition de créer une task force autour du ministre de la Santé pour lui permettre d'atteindre les objectifs d'abord à court terme. Ces objectifs sont quoi? Il faut arrêter absolument la propagation du coronavirus au sein de l'étendue, au sein du Cameroun, dans l'étendue du territoire. Qu'est-ce que nous entendons par stopper? Ils ont déjà commencé par appliquer une mesure qui est la fermeture des frontières. C'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, nous sommes confrontés à autre chose, monsieur, s'il vous plaît. Le Cameroun est passé au stade 2 de l'infection à COVID. Ça veut dire que nous sommes au niveau des infections communautaires. Infection communautaire, ça veut dire qu'entre des personnes, maintenant, de la même communauté, la maladie se transmet. De ce point de vue-là, il est impératif d'harmoniser les stratégies. On ne peut plus se permettre aujourd'hui, justement, comme le Premier ministre l'a souligné, d'avoir le MINRESI qui communique d'un côté, le ministère de l'administration territoriale de l'autre et le ministère de la Santé d'un autre côté. Il faut définitivement savoir qui est le chef de cette équipe. Cette équipe comporte qui? D'ailleurs, c'est l'occasion de demander d'élargir cette équipe et d'introduire dedans les membres de la société civile. On ne peut pas faire une stratégie globale sans les acteurs, ça veut dire la population. Les syndicats, je vous prends un exemple simple. À Yaoundé et à Douala, qu'est-ce que vous pouvez faire comme stratégie si vous n'êtes pas les mototaximens et les taximens d'abord? Parce que toutes les mesures que vous allez prendre, tous ces gens-là, vous doivent les implémenter. Je comprends bien que les ministres soient au niveau des ministères en train de faire des stratégies, mais il faut impliquer la société civile, les syndicats, les partis politiques comme ils ont déjà fait pour l'implémentation de cette mesure. Parce que sans cette implication, on verra toujours cet tâtonnement qu'on voit depuis le début de cette mesure. Donc, pour finir, monsieur Duval, nous saluons ce recadrage du Premier ministre, mais il ne suffit pas seulement de recadrer. Dans notre pays, on ne veut jamais dire qui est responsable de quoi parce que les gens ont peur de prendre leurs responsabilités et après qu'ils soient évalués sur la base des responsabilités. Mais sur ce que nous dit le Premier ministre, il s'agit d'une crise sanitaire. Donnez-nous les corps constitutifs de cette task force. Qui est le chef et quels sont leurs objectifs à atteindre? Quand on aura ces éléments-là, ce sont les éléments d'évaluation qu'on pourra avoir. Merci d'avoir fait ça. Pour les communications tout à l'heure, mais il faut aller un peu plus loin de tout le monde parce que l'heure est grave. Il s'agit de la santé des Camerounais. Et là-dessus, il ne faut pas être tout. Ok. Alors, Maître Emmanuel Pensy, vous avez écouté le docteur Marie Baga qui a établi une sorte de tableau comparatif avec ce qu'on voit sur d'autres sujets. Elle parle d'une task force. Elle salue, certes, les mesures qui sont prises
mais elle estime qu'il faut aller plus loin dans l'harmonisation de la communication gouvernementale par rapport à la lutte contre la propagation du coronavirus. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Non, d'abord, je salue ce médecin que je ne connaissais pas. Et je partage beaucoup de ses points de vue, parce qu'elle parle en tant que personne qui connaît le sujet, on le sent. Et effectivement, on peut regretter une cacophonie, effectivement, qui a existé, étant entendu que le Premier ministre est quand même chef, disons, du gouvernement, et c'est lui qui est le coordonnateur de l'action gouvernementale. Et dans le cadre de cette affaire, le ministre de la Santé, qui n'est pas médecin, mais qui est docteur, je ne sais pas docteur en quoi, mais qui maîtrise très bien ce sujet et qui travaille au jour le jour. Je peux vous assurer que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Douala, il y a une équipe qui travaille, qui fonctionne, qui se trouve à la région du littoral, qui est avec le docteur Kamé, avec le gouverneur, et puis après l'inspecteur général des services de Ndikam, Aboubakar Ndikam, et les gens qui travaillent, docteur Kamé, docteur Imandi, ils sont nombreux à pouvoir travailler et à faire ce travail. Et il est dommage, par exemple, qu'à Yaoundé, qu'on n'ait pas un comité interministériel présidé par le Premier ministre chef du gouvernement, avec à ses côtés le ministre de la Santé, le ministre tous les ministres, administration territoriale, justice, etc., qui comptent pour pouvoir faire en sorte qu'il n'y ait pas de cacophonie dans le cadre de ce qu'on dit. Mais la cacophonie n'existe pas seulement au Cameroun, la cacophonie existe également en France, où on a vu comment ça allait dans tous les sens s'agissant des masques. La cacophonie existe également aux États-Unis. On a vu les décisions à l'emporte-pièce du président Donald Trump, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, les États-Unis se trouvent avec un nombre le plus important des confinés, des malades et des morts. Donc la cacophonie n'est pas tout simplement spécifique au Cameroun, elle découle du fait que le problème est tellement grave que chacun voudrait bien faire. Mais dans une affaire de ce type qui est une pandémie, il faudrait que ce soit organisé et que ce soit coordonné. C'est ce qu'on doit faire. Docteur Ngora, de votre point de vue, à quoi est due cette cacophonie? C'est vrai que Maître Pensy essaie de relativiser en indiquant que sous d'autres dossiers, on voit bien que très souvent les gens ont du mal à pouvoir se accorder leur violence sur la manière d'expliquer un certain nombre de choses. De votre point de vue, c'est lié à quoi cette cacophonie? Il faut quand même rappeler que ce n'est pas la première fois qu'on voit une sortie du Premier ministre qui essaie de recadrer les membres de son gouvernement sur une question précise. Tout d'abord, je voudrais signaler que nous sommes en train de parler là dans un contexte de pandémie et d'épidémie pour ce qui concerne le Cameroun. Et nous sommes devant un péril grave. Je ne sais pas si les Camerounais ont bien compris, j'espère bien. Mais il faut quand même le rappeler, nous sommes dans un contexte d'une menace extrêmement grave et mortelle. Ça fait que avant de continuer, je voudrais rappeler à tout le monde que les mesures qui sont prises par les autorités doivent absolument être respectées. Absolument être respectées. Maintenant, je vais parler de cette cacophonie. La cacophonie, pour ce gouvernement, est dans son ADN. En réalité, c'est l'ADN de ce régime, en réalité. Parce que les gens ne rendent pas compte au peuple. Ce n'est pas au peuple qu'ils le rendent compte. Ils savent à qui ils doivent rendre compte. Ils savent à qui ils doivent leur position dans ce régime. Et si on regarde proche de nous, même pour ce qui concerne seulement cette crise sur cette épidémie, nous rappelons le ministre des Sports, lorsque l'épidémie était déjà déclarée au Cameroun depuis le 6, qui avait tranquillement assuré les partenaires extérieurs que nous allons organiser la CHAN et que nous sommes prêts à les recevoir. Et le même, quelques jours après, je pense, il revenait sur sa position parce que le ministre, de but en blanc, a sorti 13 mesures qu'on ne voyait pas venir, mais qui étaient contradictoires avec ses allégations. Vous voyez, ça c'est la cacophonie. Nous avons d'autres exemples, toujours proche de nous, le vrai faux communiqué. Finalement, on ne sait pas de quoi il s'agit, si c'est faux, si c'est vrai. Des ministres de l'éducation de base et puis des enseignements secondaires qui
on s'est rendu compte qu'eux, ils avaient déjà déterminé la date de la rentrée, et ainsi de suite. Et je pense même que c'est de là que vient la réaction du Premier ministre. Il faut aussi savoir que, d'une façon ou d'une autre, l'intervention cavalière du MINAT, qui était silencieux jusqu'ici, et qui, du jour au lendemain, sort avec toute griffe dehors et toutes les dents dehors, en nous menaçant, pour dire que les gens ont appelé à la générosité publique, les textes existent, ça fait ceci, assorti de menaces. Si on va même plus loin, est-ce qu'il y a une cacophonie là-dessus? Revenant sur le MINAT, vous savez qu'il y a un précédent que tout le monde connaît, qui ne date pas de longtemps, où il a choisi une grande chaîne internationale pour aller laminer le Premier ministre. C'est son Premier ministre qui venait de prendre la parole sur le même problème qui était le problème de la guerre au Nozo. Donc quand le Premier ministre sort cela, on comprend aisément d'où ça vient. Mais les questions que ça pose, c'est quoi? Quel est le rôle du commandant en chef dans tout ça? À qui, selon lui, nous avons donné la légitimité? Quel est le rôle du commandant en chef? Parce que rappelez-vous que le jour que le Premier ministre sort, le même 9, la ministre Minrezi sort un communiqué où elle dit qu'elle a eu le haut accord, comme toujours, le haut accord du président de la République pour fabriquer les gels hydroalcooliques, pour les fabriquer. On ne comprend pas. Finalement, qui donne les instructions? Elle répond à qui? Elle rend compte à qui? Au président directement. Il est donc où? Si c'est lui qui donne le haut accord. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il fait concrètement? Qu'est-ce qu'il veut concrètement du Cameroun? Voilà la question la plus importante. Parce que nous sommes en guerre. Et moi, comme gars, lorsqu'on écoute le docteur Gonon, il allait plus loin, parce que tout à l'heure, vous avez été de circonscrit en indiquant que cette cacophonie gouvernementale visait essentiellement à protéger la communication du ministre de la Santé publique qui était brouillée par d'autres sons de cloches divers venant de partout. Là, il va plus loin en pointant du doigt un certain nombre d'administrations qui, de son point de vue, ne permettent pas au Premier ministre, chef du gouvernement, de mener cette action de lutte contre la propagation du virus. Et il évoque le cas du MINAT dans sa sortie contre le MRC. Il parle du Minrezi. Il a évoqué également le cas du ministre des Sports. C'est vrai, le ministre de l'enseignement secondaire. Je dois quand même préciser que sur la question du ministre de l'enseignement secondaire et du ministre de l'Éducation de base, il y a eu une sorte de démenti. Oui. Elle a indiqué de façon claire qu'elle n'est pas la personne indiquée pour dire si l'école reprend ou pas, n'ayant pas été la personne qui a donné, qui a pris la décision de... Allez savoir. Voilà. Allez savoir. C'est ce que ça veut dire, oui. Mais sauf qu'il faut peut-être encore continuer à creuser pour voir effectivement l'origine de ce document. Mais là, la question que je pose, Edmond Kamgia, c'est celle de savoir est-ce que... Il a chuté, le docteur Gonon, en indiquant que cette cacophonie, je lis entre les lignes, que cette cacophonie est due au fait qu'on ne voit pas le chef. Oui, la conclusion du docteur Gonon parle, elle est puissante, elle est forte. Et on l'a aussi souvent évoqué ici sur ce plateau, lorsqu'il dit que lorsque certains ministres, au lieu de se référer au Premier ministre, chef du gouvernement, se réfèrent directement aux hautes instructions du chef de l'État, cela pose un grave problème. Parce que depuis la sortie magistrale du Premier ministre, chef du gouvernement, annonçant les toutes premières mesures, il disait qu'il est tenait du chef de l'État, du président de la République. Donc c'est lui qui est censé être en relation directe avec le président de la République. Quand d'autres ministres décident de faire des sorties et évoquent de hautes instructions, il faut se poser des questions. Et c'est à juste titre que le Premier ministre, chef du gouvernement, a dit il faut que ça cesse. Est-ce qu'il faut parler dans les origines de cette affaire, y voir la nomenclature du gouvernement? Il y a des ministres d'État, il y a des ministres délégués, des ministres et des secrétaires d'État. On a le sentiment à un moment donné qu'il y a des ministres qui se prennent pour des super ministres qui ont des comptes à rendre directement au président de la République. Je ne le pense pas. Lorsque un gouvernement est formé, d'abord, il y a
le Premier ministre, chef du gouvernement, qui est désigné, qui est nommé par le chef de l'État. Ouais. Et ensuite vient la composition du gouvernement. La Constitution dit que le Premier ministre, chef du gouvernement, propose. Le chef de l'État nomme. Et il propose vraiment, bien sûr. C'est une question forte. Il ne propose rien. C'est ce que dit la Constitution. Ouais, c'est ce que dit la Constitution. Mais nous n'avons pas la certitude. Je vous dis qu'il ne propose rien. Maître Pensy, permettez que je développe. Non, mais je vous dis en interne qu'il ne propose rien. Et c'est pour cela qu'il y a ces problèmes. Vous n'êtes pas certain que je ne partage pas votre opinion. Le Premier ministre lui-même, est-ce que lui-même il savait qu'il allait être Premier ministre? Maître Pensy, je ne sais pas pourquoi. Je voulais quand même rappeler que Maître Pensy qui vous parle est un communicant du RDPC. Oui. C'est officiellement un communicant du RDPC. Voilà, donc, et je voudrais sans couper Edmond pour lui dire que chaque ministre a des prérogatives qui lui sont propres. Et il me semble que, tout en vous rejoignant, que vous ne pouvez pas toujours demander, lorsque vous voulez faire une action, de demander l'autorisation au Premier ministre de dire quelque chose qui rentre dans les prérogatives qui sont inscrites dans le décret. Ça peut entraîner, en fin de compte, des goulets d'étranglement et un gouvernement qui ne fonctionne pas. Cela dit, sur des sujets comme celui-là, il faudrait que les actions soient coordonnées, parce que les faits sont d'une extrême gravité. Je vous laisse parler par la suite, mais je voulais quand même dire ceci. Chaque fois qu'un ministre doit dire quelque chose, de faire quelque chose, il ne va pas demander l'autorisation au Premier ministre, parce que là, c'est souvent, ou à la présidence, c'est le triangle des Bermudes. Vous n'avez pas les réponses. Mais ce que le Premier ministre semble indiquer, c'est que dans le cas précis de la lutte contre le coronavirus, il faut harmoniser. Une coordination gouvernementale, et il faut que ce soit centralisé, et il faudrait que chaque ministre ne dise pas n'importe quoi, parce que ça pose des problèmes. Alors, un décide aujourd'hui, ça décide autrement demain, et ça ne fait pas bien. Je rappelle d'ailleurs que ça existe également en France. Et ça existe également au niveau des scientifiques. Entre ce que dit le docteur Raoult et de l'autre côté ce que disent les autres scientifiques, il y a une guerre en France, parce que même les scientifiques ne sont pas d'accord. Et le président Macron a dû aller à Marseille pour entendre tout le monde et les discours qu'il devait faire. Donc la cacophonie n'existe pas au niveau du gouvernement camerounais, elle existe également. Oui, mais dans le domaine scientifique, on ne parle pas de cacophonie. Les scientifiques, ils se frottent les méninges. Pas du tout. On a même traité, et il y a un médecin, un professeur qui a traité le professeur, il y a Raoult de Con. Ça va trop loin dans cette guerre-là, parce que nous ici, parce qu'on n'en parle pas. Pourquoi nous ici, on n'en a pas tellement? On a l'habitude de prendre la quinine. On nous a supprimé la quinine en disant que ça ne marchait pas bien, et on se rend compte que la quinine, quand même, c'est ça qui fonctionne, ajouter un autre médicament pour faire en sorte que nous ayons nous sommes un peu immunisés par rapport aux autres. C'est pour ça qu'il n'y a pas une prolongation. Le professeur Raoult en a parlé. On a un énorme problème, parce que ce virus, personne ne sait de quoi il s'agit. Je comprends très bien que certains ministres, pour, disons, exister, se mettent tout simplement à déblatérer un certain nombre, j'allais dire, d'inepties, qui entraînent des cacophonies, qui font en sorte que le Premier ministre, qui est quelqu'un de sérieux, voit que ça va dans tous les sens. On a pris, et le docteur l'a dit, des décisions qu'il faut respecter, le confinement, etc. Il y a des gens qui ne respectent pas. Hein? Moi, j'ai fait le tour de Douala avec ma voiture. Je suis allé voir tous les quartiers pour savoir si à 18h les gens avaient fermé. Mais vous avez des quartiers où c'était ouvert. Si vous allez par exemple à Daido, rue de la Joie, on voit encore le poisson dehors. Et effectivement, ces dames-là vous diront que vous ne pouvez pas refuser qu'on vende le poisson, parce que le poisson arrive par la mer et nous n'avons pas de frigidaire. Donc, et nous vivons au jour le jour. Donc, on va discuter tout à l'heure sur le problème du confinement, des mesures que doit prendre le gouvernement et les difficultés des Camerounais, parce que la misère peut tuer plus que le Covid-19. Alors, Edmond Kamga, est-ce que cette correspondance du Premier ministre, de votre point de vue, peut véritablement recadrer? Est-ce que on peut, au lendemain de cette sortie du Premier ministre, observer une harmonisation, une coordination de l'action gouvernementale face au Covid-19? Avant de répondre à cette question, je voudrais juste dire à Maître Pensy qu'il ne faut pas qu'on confonde les lieux et les espaces. Les débats entre les scientifiques, c'est normal. Les joutes académiques entre chercheurs, c'est normal. Il y a des cacophonies aussi là. Non, il n'y a pas de cacophonie. Il n'y a pas de cacophonie. C'est normal qu'entre médecins et chercheurs, qu'il y ait des risques, qu'il y ait des joutes houleuses. C'est normal.
Mais rentrons au Cameroun. Nous parlons de la cacophonie gouvernementale. Ce n'est pas de la même chose. Vous ne pouvez pas faire l'amalgame. Il n'y a pas de cacophonie chez Trump entre ce qu'a dit son principal. Si vous m'interrompez tout le temps. Non. Si vous m'interrompez tout le temps. Je voulais vous dire que la cacophonie. Mais vous l'avez déjà dit. Tous les gouvernements. En parlant de Donald Trump. Permettez que je. Cameroun. Hein? Il y a par exemple en Suède, il y a une cacophonie énorme au niveau de la Suède, qui est le seul pays qui n'a pas accepté le confinement, où il y a des morts qui ont éclaté. D'accord. Alors, permettons donc à Edmond. Je voulais dire que ce n'est pas spécifique au Cameroun, parce que vous voulez tout enfermer au Cameroun. Même si vous ne cautionnez pas. Il n'y a pas 900 personnes qui sont, et vous pensez que le Cameroun, on est à quel niveau, etc. Alors qu'il y a plus de... Combien de morts aux États-Unis? Combien de morts il y a au Cameroun par rapport à... Allons-y, Edmond. Si vous allez tout le temps je ne te coupe plus, Edmond. Je crois que à cette allure, je ne sais pas. C'est la passion. Les téléspectateurs. C'est la passion ils vont du apprécier. problème. Mais vous savez très bien quelle estime je porte pour vous. Tout à fait, Maître Bercier. Je dis tout simplement que nous sommes dans un cas particulier, la cacophonie gouvernementale. Pendant au moins 2 semaines, nous avons débattu, discuté de la cacophonie gouvernementale, de la nécessité d'un recadrage. Et nous sommes heureux que le Premier ministre chef du gouvernement ait enfin réagi de manière positive. Mais alors, est-ce que cette fois c'est la bonne là? Il ne suffit pas d'annoncer que ce qui se passe doit cesser. Il faut encore être capable de sanctionner. Et voir le maniement. Ah oui, il faut sanctionner. Ça me rappelle, il y a eu dans le passé, dans ce pays, des premiers ministres qui étaient quand même des hommes de poing, qui, à certains moments, quand ils se sont rendus compte qu'il y a des ministres, parce qu'ils sont ministres d'État, se foutaient de sa gueule, ont écrit au chef de l'État et dit que si ça continue ainsi, je ne peux pas continuer à assumer mes fonctions si j'ai des ministres qui ne m'écoutent pas, qui font comme ils veulent. Ils ont démissionné. Et le Premier ministre n'a pas démissionné, mais il a obtenu la tête. Il a obtenu la tête de certains ministres, que je ne citerai pas ici. 2 ministres d'État. 2 ministres d'État et d'autres ministres qui n'étaient pas des ministres d'État. Je ne veux pas citer le nom du Premier ministre. Mais c'est pour dire que c'est une exhortation que je fais au Premier ministre chef du gouvernement. Allez de l'avant. Et soyez capable d'obtenir la tête des ministres qui ne veulent pas être à jour, qui ne vous écoutent pas, qui vous empêchent, vous et votre gouvernement, et surtout dans la riposte au coronavirus, d'aller contre la propagation du virus et d'apporter une solution efficace au Covid-19. C'est le président de la République. C'est une exhortation que je fais au Premier ministre, chef de gouvernement. Alors maintenant, il ne peut pas agir de manière efficace, même sanctionner, si la haute hiérarchie qu'il a mandatée pour cette mission ne le soutient pas. Je pense pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle. Vous voulez aggraver. C'est la raison pour laquelle. Mais Maître Pensy, lorsqu'on vous écoute, on a le sentiment que cette cacophonie n'impacte pas fondamentalement sur la riposte du gouvernement face au Covid. Non, ça ne. Vraiment? Maître Pensy, vous voyez bien, chaque fois que j'ai la parole, vous m'interrompez. Pourtant, ici, je suis en train d'exhorter, n'est-ce pas? Tu demandes ton change de gouvernement. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Tu veux qu'il y ait un remaniement ministériel? Mais je voudrais qu'on permette le Premier ministre. Quand je dis je veux qu'on permette, je voudrais que le chef de l'État, que nous ne voyons pas, que nous ne savons pas s'il est encore avec nous dans ce combat. Vous le cherchez pourquoi? C'est notre président. Le président de la République doit être au devant de la scène, comme on le voit dans d'autres pays africains. On le voit aux États-Unis et vous citiez Donald Trump, il est au devant de la scène. Maître Pensy, Emmanuel Macron au devant de la scène, Alassane Ouattara, Cyril Ramaphosa. Le Premier ministre anglais est confiné, mais il s'adresse à sa population. Il continue à s'adresser à la population, bien que confiné. Il n'est pas confiné, il est malade. Il est malade, donc il est même plus que confiné. Il est plus que confiné, mais il s'adresse à sa population. Alors c'est un malade confiné donc. Nous ne savons pas quelle est la situation de notre chef d'État. Il va très bien, ne le cherchez pas. Ah bon? Alors, docteur Ngomo, lorsqu'on écoute M. Pensy, cela n'a pas un impact réel sur le fonctionnement ou sur la stratégie. Les médecins travaillent, je vous assure, ils travaillent beaucoup au Cameroun. Alors, est-ce que c'est votre Laissez-moi répondre, Maître Pensy, c'est à moi qu'on pose la question. Vous avez dit tout à l'heure que la cacophonie c'est partout et autres. Mais si j'étais cynique, j'allais sourire.
parce que c'est une contradiction que je ne comprends pas. Mais je ne suis pas cynique parce que nous sommes en phase dans un problème vraiment très très sérieux. Je vous parle en tant que médecin. Les gens ne s'imaginent pas de quoi il s'agit. On a dit que c'est grave. Et donc, oui, c'est donc pour vous dire que je ne peux pas sourire quand vous avez de telles contradictions. Parce que quand vous dites que je vous la démontre. Quand vous dites que la cacophonie n'a aucun impact, et vous prenez l'exemple des États-Unis dans la cacophonie pour nous révéler le corollaire de cette cacophonie qui est que les États-Unis actuellement caracolent en tête des pays atteints par le Covid. Et vous venez pour dire que vous voulez nous dire qu'au Cameroun, notre cacophonie ne va pas donner les mêmes conséquences qu'aux États-Unis. Attendez, vous parlez de la cacophonie de qui? Les ministres qui ont pris des décisions. Ce ne sont pas des décisions qui impactent. Non, mais Maître Pensi, je vous demande quelque chose de simple. Non, vous ne demandez rien. Je vous demande quelque chose de simple. Je suis en train de vous dire ceci. Oui. Vous avez dit que la cacophonie existe partout. Bon, est-ce qu'il faut donc copier le mauvais exemple? Là, c'est une autre question. Pour moi, c'est non. Pour nous, c'est non. Pour moi aussi, c'est non. Très bien. Et vous dites que la cacophonie se retrouve aussi aux États-Unis? Pas seulement aux États-Unis. Je prends un exemple que vous avez donné, mais c'est vous qui l'avez donné. Je viens de parler de la France. Je prends celle de la France, des États-Unis. Laissez-moi être auteur de mon Je prends votre exemple sur les États-Unis, où vous dites que les États-Unis, effectivement, font preuve d'une autre cacophonie qui ressemble à la nôtre. La cacophonie des États-Unis, selon vous, a entraîné que les États-Unis sont actuellement parmi les plus atteints, sinon le pays le plus atteint dans le monde. Mais et vous croyez que notre cacophonie, à nous au Cameroun, parce que nous sommes Camerounais, n'aura pas le même impact? Je suis éberlué. Non, je suis éberlué. Maintenant, je voudrais aussi vous dire, parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des ministres d'État, il y a des machins. Non, vous avez dit qu'il y a des gens qui peuvent s'en référer directement au président de la République et autres. Mais de toute façon, la note du Premier ministre est claire. Il s'adresse à tout le monde. Oui. La note est claire. Il a cité les ministres d'État, il a cité les ministres délégués, les ministres délégués, les secrétaires d'État, et il les a cités tous. Et il n'a même pas parlé uniquement du Covid. Et quand vous lisez la note du Premier ministre, il parle des notes qui datent depuis les circulaires présidentielles, qui datent des années 80 et 90. Et il ne se spécifie pas. Il n'y a que sur un seul paragraphe qu'il est spécifique sur le Covid. Il parle des principes généraux d'abord du travail gouvernemental. Ça veut dire que ça remonte à loin. Oui. Et aussi, il faut dire que les mesures qui ne sont pas respectées, comme vous dites, je suis d'accord avec vous. Hein, moi aussi, je vais dans les quartiers. J'ai vu que les mesures ne sont pas respectées. Mais si les mesures ne sont pas respectées, posez-vous les bonnes questions. Pourquoi le gouvernement est discrédité? Le gouvernement n'a pas de crédit sur la population. Le gouvernement n'a pas. C'est pour ça que les populations ne respectent pas ces mesures-là. Et Dr Baga disait tout à l'heure, Dr Marie Baga disait tout à l'heure qu'il faut associer le maximum de personnes, notamment la société civile. Oui. Elle a parlé des syndicats, elle a parlé des mototaxis et beaucoup d'autres ordres socio-professionnels qui devaient être associés à cette stratégie de lutte pour qu'elle soit beaucoup plus efficace. Oui, bien sûr. Vous savez que le régime actuel a toujours cru que l'État, c'est la panacée. C'est extrêmement grave. On est perplexe quand on voit ça. L'État ne peut pas apporter toutes les solutions. L'État doit se faire accompagner par la population, par la société civile, par d'autres pouvoirs. Alors, docteur Marie Baga, vous avez écouté les échanges sur ce plateau en rapport avec cette question-là. Une préoccupation. Le Premier ministre, chef du gouvernement, semble avoir sifflé la fin de la récréation à travers cette correspondance. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous pensez que demain sera meilleur? Certains indiquaient sur ce plateau que ce n'est pas la première fois qu'on observe cela. Est-ce qu'il y a plus de chances au lendemain de cette mesure-là d'avoir des résultats nettement meilleurs si on n'a pas fait un véritable diagnostic pour savoir quelles sont les origines de cette cacophonie gouvernementale? Merci de me donner la parole et j'espère que vous m'entendez mieux là maintenant. Ça va de mieux en mieux, oui. Ok, merci. Mais écoutez, vous venez de le dire, le diagnostic de ce qui n'a pas marché pour qui est cacophonie. Si on ne l'a pas fait, il faudrait déjà que
y compris nous ici sur ce plateau, et les Camerounais, surtout les ministres eux-mêmes comprennent que la gestion de cette pandémie au Cameroun n'a rien à voir avec la structure normale de l'administration camerounaise, y compris ministérielle. C'est pour ça que nous avons proposé, pour clore tous ces débats, parce que j'ai l'impression que même au niveau, très haut niveau du Cameroun, on aime la cacophonie, on aime la confusion, on aime quand c'est pas clair. Surtout, on ne peut pas être comptable de cela. Il ne s'agit pas ici de qui est le patron de qui dans la gestion des affaires courantes. Il y a une réponse. Monsieur Maître Peltier parlait tout à l'heure des États-Unis et de la cacophonie qui pourrait y avoir. Je veux vous dire déjà qu'aux États-Unis, il y a une task force qui est là pour gérer, constituée de plusieurs professionnels, pour conseiller au président et son exécutif pour toutes les décisions à prendre par rapport au COVID-19. Au Cameroun, je vous le dis encore, il ne s'agit pas de la gestion des affaires courantes. Il s'agit de la gestion d'une crise. Et à cet effet, nous insisterons toujours qu'il faut créer une task force, une équipe avec un responsable et des objectifs à atteindre. Donc, M. Duval, tant que cela n'est pas clair, les gens vont comprendre des choses, c'est-à-dire, on est en train de gérer une affaire courante, donc mon supérieur et hiérarchie, c'est le Premier ministre. Je rends compte au Premier ministre. Mais il ne s'agit nullement pas de ça ici. Donc, en ce qui me concerne, si cette task force avec des responsabilités précises ne sont pas claires, les cacophonies ne seront pas finies parce que ce n'est pas aujourd'hui que nos ministres font de la cacophonie. On dirait que chaque ministère est une entité à part au Cameroun et qui n'ont rien à voir en relation les uns et les autres. Ça a toujours été comme ça, mais cette fois-ci, il faut qu'on l'arrête et chacun prenne ses responsabilités. Je voudrais revenir sur 2 ou 3 trucs, maintenant que j'ai un peu la parole pour parler d'une différenciation qui me tient à cœur. La cacophonie scientifique dont on a parlé. En fait, il faut recentrer le débat et vraiment faire un report des faits. Entre scientifiques, il n'y a pas de cacophonie. Les hypothèses attestées peuvent être différentes et chacun, par rapport à son expérience, à sa population, à ses caractéristiques épidémiologiques et démographiques, peut avoir des hypothèses différentes à tester. Mais cependant, si les scientifiques s'accordent sur la méthodologie d'un travail scientifique, aucun scientifique ne va remettre en cause une méthodologie bien conduite parce que nous avons un standard de méthodologie quand on conduit des études. Ce qui s'est passé en France avec le professeur Raoul et qui se passe peut-être ici aux États-Unis, si vous le savez, peut-être vous le savez probablement, il y a 3 ou 4 jours, le CDC, qui est le Centre de contrôle des maladies, ici, qui est un peu comme l'institution qui donne les guidelines sur les aspects sanitaires ici, a décidé de retirer ses recommandations pour les pathologies du traitement à la chloroquine sur son site qu'ils avaient mis avant. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que justement la méthodologie qu'ils avaient faite pour tester la chloroquine, en essai clinique, je précise essai clinique, parce qu'il faut bien qu'on se comprenne. Quand les non-scientifiques parlent de certaines choses, il y a une amalgame, et c'est le cas de le dire, même il y a cacophonie. Il faut recentrer le débat et comprendre. Quand on parle de cette clinique, c'est différent de traitement. Je reviens à mon point initial. Les scientifiques ne font pas de cacophonie en ce qui concerne la méthodologie quand elle est respectée, mais les hypothèses à tester sont différentes. Et chacun a le devoir d'aller prouver, oui ou non, son hypothèse peut être prouvée avec la méthodologie qui va avec. Donc j'espère que peut-être c'est compris et qu'on ne redira peut-être plus que les scientifiques font de la cacophonie parce que c'est une assertion qui est très fausse. Je dois également revenir sur l'histoire de cacophonie gouvernementale. Je pense qu'on en a assez parlé. Nous avons constaté, et c'est le cas, au Cameroun, je ne sais pas pourquoi on va encore parler de cacophonie, on s'attend. Maintenant, je trouve qu'on doit proposer des choses à notre gouvernement pour avancer. Si nous passons encore les 15 prochaines minutes à parler de ça, on va dire tous la même chose, on va s'accorder sur le fait qu'il y a cacophonie et qu'il faudrait arranger ça. On est d'accord. Mais qu'est-ce que nous pouvons proposer à notre gouvernement pour mieux faire? Dans ce sens-là, nous proposons, comme je l'ai déjà dit, nous proposons au gouvernement de créer une task force. Ils peuvent appeler ça comme ils veulent. Mais cependant, cette task force ne doit pas seulement être gérée par les membres du gouvernement.
il faut impliquer les autres corps constitués du Cameroun, c'est-à-dire les syndicats, la société civile, les membres des institutions internationales aussi, parce qu'ils ont leur expertise à apporter. Mais surtout des scientifiques et des médecins cliniciens. Et là, je vais te montrer pourquoi il faut associer des médecins cliniciens et des médecins de santé publique à cette initiative. Les médecins cliniciens, pourquoi? M. Percy a parlé tout à l'heure de la chloroquine et j'espère bien qu'on va revenir sur cette chloroquine-là parce qu'il y a des choses à dire et des vraies choses à dire sur la chloroquine. Aujourd'hui, nous assistons, il a parlé du professeur Raoul qui a fait ses essais cliniques et il a donné ses résultats il y a 2 jours qui sont mitigés et j'espère qu'on va revenir là-dessus pour expliquer pourquoi c'est mitigé parce que beaucoup ne comprennent pas. Au Cameroun, aujourd'hui, nous avons 820 cas positifs. Nous avons l'opportunité historique de faire aussi nos essais cliniques. Parce qu'un essai clinique, c'est quoi? Je vous le rappelle. C'est une méthodologie de recherche qui vise à prouver l'efficacité ou non d'un protocole thérapeutique. Dans ce cas, il s'agit de la chloroquine, d'une part, ou de l'autre part, un antirétroviral connu qu'on appelle Caledra, et bien d'autres molécules, mais je m'arrêterai à ces 2 molécules. 820 cas, c'est une belle base pour des essais cliniques. Arrêtons d'importer et de copier-coller ce que les autres font. Parce qu'au Cameroun, on a recommandé la quinine sur ce que le professeur Raoul avait fait. Il a rendu copie déjà, il faut ajuster peut-être ou pas. Mais nous-mêmes, nous pouvons être au devant de la scène de cette histoire en mettant nous-mêmes en place un protocole de recherche par nos cliniciens pour montrer comment le Cameroun peut être spécifique ou pas. Pourquoi la chloroquine marcherait pour les Camerounais et elle ne marcherait pas? Et faire des recommandations qui pourraient être diffusées dans la sous-région et peut-être donner le là en termes de recherche là-dessus. Ça, c'était pour les médecins cliniciens qu'il faut absolument associer. Maintenant, les médecins de santé publique, comme mon collègue qui est sur le plateau du Nigeria, les médecins de santé, leur travail, c'est de faire de la stratégie pour la santé des populations. Pourquoi c'est important? Il y a ce qu'on appelle la santé communautaire et aujourd'hui, on est au stade communautaire. Il va de quoi une stratégie de communication, communautaire et une stratégie de communautaire. Et les médecins de santé sont les mieux placés. Ce n'est pas un ministre qui va leur dire, qui va leur donner les objectifs. C'est eux qui doivent conseiller le ministre sur ce qu'il faut faire au niveau communautaire pour avoir des résultats et un impact rapide. Donc, je me résume, Monsieur Duval. Parce qu'on a constaté, mais on en a parlé. Il est temps de proposer des solutions pour que notre gouvernement apporte. Parce qu'il s'agit de ça. La critique, elle est bonne, mais à un moment donné, il faut aider. Et notre rôle aussi, c'est d'aider notre gouvernement. Et dans ce sens-là, il est impératif et nous leur demandons dès demain de convoquer tous ces gens ces corps que j'ai cités et peut-être d'autres pour faire une équipe forte pour riposter au Covid-19. Il s'agit de notre proposition, M. Duval. Merci, Dr Baga, vous restez avec nous. Je vais recueillir l'avis des panélistes sur 2 ou 3 sujets que vous avez évoqués. D'abord, vous, Dr Gonon, sur cette affaire de chloroquine, on a entendu le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation indiquer, et c'est la nouvelle expression qui le soulignait cette semaine, que le Minirisi a obtenu le quitus du ministre de la Santé publique pour la production de cette chloroquine. Sauf que, semble-t-il, il y a un problème qui se pose en ce moment, c'est la question des intrants qu'il faut utiliser dans la fabrication, dans la production de cette affaire-là. Quel est votre avis sur cette question? Si, M. Duval, si le Minirisi dit qu'il peut fabriquer la chloroquine, nous n'avons pas de problème avec ça. Okay. Nous devons croire parce que ce sont des scientifiques qui connaissent leur travail. Ils peuvent le fabriquer. Mais cette mesure, puisque vous voulez qu'on en parle, est assez cocasse. C'est-à-dire que le logiciel sur lequel le gouvernement actuellement est en train de surfer est complètement dépassé. Et il se base sur des références qui sont tellement dépassées, qui ne sont plus de notre temps. Lorsque vous voulez fabriquer de la chloroquine ou n'importe quoi, dans un pays, il y a ce qu'on appelle les firmes. Il y a ce qu'on appelle les firmes en économie, qui sont à même de fabriquer, de faire même un changement
de direction par rapport aux produits qu'ils fabriquent pour commencer à fabriquer la chloroquine. Il y a des firmes au Cameroun qui fabriquent le paracétamol, beaucoup de médicaments assez simples, qui ont donc les structures pour les fabriquer. Vous croyez que le Minresi, à travers les institutions dont ils ont parlé, l'IMPM et autres, qu'est-ce qu'ils peuvent fabriquer? Ils n'ont aucun esprit d'entreprise. Ils n'ont pas la capacité de produire en masse. Le personnel, ce sont des fonctionnaires. Ce ne sont pas des ouvriers. Et il y a des firmes. C'est incroyable que dans un pays où il y a un tissu économique, on donne au ministère de l'enseignement de fabriquer ce qui fabrique dans un pays. Ce sont les entreprises, ce sont les firmes. J'ai même des problèmes à venir parler de ça ici. J'ai des problèmes à venir parler. Vous croyez, et c'est toujours cette notion de l'État-providence, de l'État capable de tout, qui gangrène la gestion au Cameroun. Donc, pour répondre donc à votre question, nous, on n'a pas de problème avec le fait que le ministre Minresi veuille dire qu'il fabrique des masques et autres, mais nous disons qu'il y a mieux. C'est un ancien logiciel dépassé très longtemps. Peut-être parce qu'on a un président qui a déjà fait 40 ans. Il est resté à son âge de départ. Mais Maître Emmanuel Pensy, en attendant d'explorer ou de voir plus clair sur cette question de production de la chloroquine, qui est considéré aujourd'hui comme le protocole officiel arrêté pour faire face au virus du corona, on est obligé de continuer à rester sur les mesures gouvernementales et les mesures édictées par l'Organisation mondiale de la santé. On se souvient que le 17 mars dernier, le premier chef du gouvernement avait énoncé un certain nombre de mesures. Il y a eu une sorte d'évaluation qui a été faite et cette semaine encore, il est monté au créneau pour annoncer 7 nouvelles mesures. Comment est-ce qu'il faut comprendre cela? Faut-il voir que ces 7 nouvelles mesures sont la conséquence d'une évaluation réalisée par le gouvernement ou bien le gouvernement essaie de s'adapter en fonction de l'évolution de cette pandémie en observant les ravages et les pushs, je dis le process que cette pandémie prend dans notre pays? Bon, je dois d'abord saluer ce qu'a dit le docteur Bakaki aux États-Unis parce qu'il faut une task force. Et sur la task force, il ne faut pas simplement mettre le nom du gouvernement. C'est quelque chose, ça ne fonctionnera pas. Il faut y associer des scientifiques, des personnalités de la société civile et autres pour que ça puisse, il y ait des sons de cloche qui soient différents. Il faut savoir que dans ces différentes matières en France, on prend les sociologues, les anthropologues, etc. C'est quelque chose qui est très différent. Il ne faut pas que ce soit simplement réducteur aux membres du gouvernement. Ça va échouer. La deuxième chose dont on a parlé, je vais laisser cette histoire de politique de la cantosphère du docteur avec le président Biya qui cherche. Vous le cherchez pourquoi? Vous dites qu'il n'est pas élu et vous le cherchez. Bon, il faut le laisser là où il est. Ce que je voudrais vous dire, c'est tout simplement, parlons maintenant. Je m'excuse, docteur, d'avoir parlé et qu'elle continue de ce qu'on appelle la cacophonie. En fin de compte, la cacophonie, c'est quoi? C'est des sons de cloche qui sont différents. Ça veut dire que les gens ne sont pas d'accord au niveau scientifique. Est-ce qu'il faut utiliser ceci? Est-ce qu'il faut utiliser cela? Au niveau du public et du peuple. Moi, je ne suis pas en train de parler de la définition stricto sensu. Ça veut dire que il ne faut pas utiliser ceci, ça c'est pas bon. Pour nous, qui sommes vos patients, c'est pour nous une cacophonie, je m'excuse. Mais je vous abandonne ce terme parce que les scientifiques n'aiment pas qu'on les critique. Cependant, s'agissant du ministère de la Recherche, le ministère de la Recherche scientifique n'a pas compétence pour fabriquer les médicaments. Ça, je suis d'accord avec vous, docteur. Il faut que ce soit des firmes. Et d'ailleurs, vous le savez, là, nous rentrons dans ce qu'on appelle les problèmes de brevet du médicament. Sur le brevet du médicament, la chloroquine est rentrée dans le domaine public. Donc, à partir du moment, parce que moi, j'ai fait une thèse de 3e cycle en matière de droit de la propriété industrielle, je l'ai fait en 1979 à la Sorbonne, donc je sais de quoi je parle, sur les brevets de médicaments. C'est tombé dans le domaine public. Par conséquent, on peut le faire et les améliorer. Et elle a dit quelque chose, et c'est vous-même qui avez dit ça, quelque chose, nous avons des scientifiques qui travaillent. Ouais. Ce que nous faut, c'est faire ce qu'on appelle la recherche appliquée, la recherche développement, la recherche qui travaille avec, vous avez appelé les firmes, avec les entreprises pour le développer.
C'est ce que nous ne faisons pas. Parce qu'au ministère, et je le sais parce qu'un des directeurs, c'est un de mes vieux amis, qui est un colonel, médecin, eh bien, vous faites des recherches, mais les recherches sont dans les tiroirs. Les résultats des recherches, nous avons une pharmacopée d'une importance incommensurable sur lesquels nous pouvons fabriquer des médicaments qui fonctionnent. Ce n'est pas seulement la bocamine, qui est une sorte de Viagra, dont on raffolait le président Bongo. Ce n'est pas du tout seulement ça. Mais nous avons une pharmacopée très importante. Ici, en Afrique, moi je croyais qu'on a des maladies qu'on guérit avec des plantes médicinales qui sont connues. C'est ça qu'il faut exploiter. Et il ne faudrait pas que ce soit un ministère qui fait rien, qui fait de la recherche avec des chercheurs qui continuent à chercher sans rien trouver et qu'on n'applique pas ça au niveau des entreprises. C'est ce qu'on fait d'ailleurs notamment aux États-Unis et dans d'autres pays. Il faudrait l'associer. C'est pour ça que beaucoup de personnes viennent en Afrique et notamment à Madagascar et d'autres pays avec nos plantes médicinales pour faire en sorte que la recherche soit une recherche appliquée, qui soit une recherche qui va au service du développement et qu'on en fasse, en tout état de cause, une vraie industrie. C'est sur ça qu'il faut aller. Alors, vous avez observé que personne ne vous a coupé un mètre précis. Alors, et je poursuis en indiquant sur les 7 mesures. C'est cette nouvelle mesure édictée par le chef du gouvernement. Est-ce qu'il faut y voir... Et c'est quoi cette mesure? Parce que je n'ai pas suivi. Oui, bon, entre autres, il y a la question du port obligatoire du masque dès demain lundi, 13 avril 2020. Est-ce qu'il faut y voir un constat d'échec sur les 13 mesures précédentes ou une sorte de complémentarité pour aller plus loin dans cette... Je crois que les médecins sont là pour dire qu'en tout état de cause, c'est une évolution. Il faut adapter les mesures à la situation. Vraiment, même notre ami du MRC l'a dit tout à l'heure, moi, vous savez, je suis fils de médecin, fils et frère de médecins, et je respecte beaucoup les médecins. Et à partir de ce moment-là, nous avons une situation qui est une vraie pandémie, mais Camerounais ne prennent pas ça au sérieux. Tout le monde se promène avec des masques. Si le gouvernement le dit, c'est effectivement parce que ça peut faire en sorte que ça peut atteindre plusieurs personnes. On a dit par exemple que la rougeole peut contaminer 28 personnes, alors que le coronavirus, on a dit 2,8 personnes. J'ai suivi ça de certains scientifiques en France aujourd'hui. Donc, ça peut aller très loin. Vous avez des gens qui quittent ici à Douala pour aller au quartier, d'autres qui vont au marché, d'autres qui ne font pas exprès. Le gouvernement a pris des mesures qui sont salutaires et ça, il faudrait que ce soit ferme. Il faudrait que les gens le respectent. Je vois encore les gens qui se promènent en route, qui viennent vous discuter avec vous. D'ailleurs, tout à l'heure, quand j'ai voulu saluer Edmond Kagame le coude, il m'a dit que le gouvernement a même interdit, les gens ne doivent pas se toucher, et je m'y suis conformé. Donc, respectons ces mesures, parce que ce sont des choses qui sont d'une extrême gravité. Il faudrait qu'on sache tout simplement que ce n'est pas simplement la Nivaquine, la chloroquine, il faut l'associer à un autre médicament. Et j'ai suivi les médecins pour dire que au moment où on est en train de faire ce que les scientifiques en disant qu'il faut attendre un certain nombre de temps pour savoir si ça peut fonctionner, entre-temps les gens sont en train de mourir. Donc, les médecins, dans certains cas, je ne sais pas s'ils font de l'alchimie, mais quand on voit sur les résultats, qui sont quand même des résultats probants, du docteur Raoult, peut-être que d'autres méthodes sont en cours. On parle de méthodes avec la BCG, qui est également un des éléments. Il y a d'autres méthodes sérologiques. On a dit qu'on va prélever sur des personnes qui ont pu guérir pour savoir qu'à partir de leur sang, on ne peut pas fabriquer un médicament. Mais tout cela va prendre beaucoup de temps. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un test comme on a fait dans plusieurs pays, notamment en Asie. Ben, les gens, vous êtes avec votre voiture, il y a des gens qui sont formés. Nous avons des équipes des millions, des centaines, il y a plus de 5000 infirmières qui sont sorties de l'école que l'État n'a pas engagées et qui sont au chômage et qu'on n'utilise pas. Nous avons à l'extérieur, docteurs et elles, celles qui sont aux États-Unis, nous avons peut-être 5 fois plus de médecins que les médecins qui sont au Cameroun. Mais ils ne viennent pas, pourquoi? Parce qu'ils sont mal payés. Parce qu'on donne l'argent simplement aux gens qui sont sortis de l'ENAM. Parce qu'on donne l'argent aux gens qui veulent. Et que ceux qui nous soignent, on les martyrise. Il faut qu'avec cette pandémie, on change notre manière de gouverner. Je vais vous dire une seule chose. À quoi ça sert de mettre 2000 milliards sur les stades alors que nous n'avons rien
pour soigner des gens qui sont malades. C'est ça, ça m'écoeure. Nous devons changer notre méthodologie, notre manière d'utiliser nos fonds. Il faudrait que cette pandémie puisse être, en fin de compte, en sorte qu'on change notre manière de gouverner. Alors, Edmond Kamgia, cette nouvelle mesure édictée par le premier chef du gouvernement pour faire face à la propagation du coronavirus, en plus des 13 premières mesures qui avaient été prises le 17 mars dernier, est-ce qu'on peut espérer que demain sera meilleur avec ces nouvelles mesures au regard de la manière dont les 13 mesures précédentes ont été implémentées? Comment on fait pour que ces mesures édictées soient effectivement appliquées sur le terrain? D'abord, il faut se féliciter de ce que le Premier ministre, chef du gouvernement, nous a entendus. Parce que la semaine dernière, nous avons débattu de cette question. Et la question était de savoir, lorsqu'il faut évoluer, lorsqu'il faut avancer par rapport aux 13 premières mesures, avant que d'évoquer de nouvelles mesures, il faut évaluer. Et nous parlons de la nécessité d'une véritable évaluation et d'une nécessité de réajuster par rapport à la réaction des populations par rapport aux 13 premières mesures. Nous avons le sentiment que le Premier ministre, avec son équipe, ont dû tenir compte de la manière dont les Camerounais se comportent dans les rues, chez eux, par rapport au coronavirus, avant de prendre les 7 nouvelles mesures. Et ces 7 nouvelles mesures nous montrent également que le Premier ministre, chef du gouvernement et son équipe ont dû procéder à un certain réajustement, même si cela semble pour nous insuffisant, parce qu'il faut prendre des mesures radicales, il faut prendre des mesures radicales assorties de sanctions. Oui, le Premier ministre a effectivement annoncé que quiconque ne respecte pas ces mesures édictées sera sanctionné. Oui. Je veux dire que c'est dans les indications qu'il a données dans le communiqué qui rend public cette nouvelle mesure. Oui. Et donc, de votre point de vue, ces mesures accompagnées de, la répression, oui, la sanction pourrait permettre effectivement d'implémenter ces mesures-là. Tout à fait. C'est une évolution positive, il faut le dire. Mais il faudrait que ces mesures-là également, que le personnel, c'est-à-dire les forces de l'ordre qui seront requises pour travailler sur le terrain, soient protégées, elles-mêmes protégées. Il faut que ces forces de l'ordre, les éléments de ces forces de l'ordre aient eux-mêmes des masques. Parce qu'aujourd'hui, tous les Camerounais n'ont pas de masque. En tout cas, ils n'ont pas de masques médicaux. Et puis, on voit bien sur le terrain que chacun essaie de faire comme il peut, avec des masques de fortune ou cousus par des couturiers. Il faudrait que les médecins nous disent clairement quels sont les degrés ou les chances de ne pas écoper de la maladie lorsque l'on utilise tel type de tissu confectionné chez le couturier. Et comment est-ce qu'on peut se protéger de manière efficace en dehors des masques médicaux? C'est une question que je poserai aux médecins des États-Unis et même le médecin qui est sur le plateau. Mais pour continuer à répondre à la question, je voudrais dire qu'il est important que le gouvernement soit vraiment en état de poser des actes forts. J'estime que on a évolué avec beaucoup de balbutiements. C'est maintenant seulement que j'ai le sentiment que le gouvernement se réveille. D'abord, en indiquant qu'il faut mettre fin à la cacophonie gouvernementale. C'était fondamental. Parce que si on n'a pas la même vision, si on n'est pas convergent au sein du même gouvernement, on ne peut pas réussir une belle stratégie de riposte. Ça, c'est important. Docteur Ngonon, il faut rappeler que le 17 mars dernier, le Premier ministre du gouvernement avait énoncé 13 mesures. Oui. Parmi ces mesures, je prends à tout hasard la question de l'interdiction des surcharges sur les moutons, entre autres. Hein. On a bien vu que ça n'a pas marché. Et avec cette expérience, on se pose la question de savoir ce qu'il en sera des 7 nouvelles mesures qui ont été prises par le Premier ministre du gouvernement. Est-ce qu'on a plus de chances là d'obtenir des résultats plus intéressants? Le doute grandit, parce que vous vous rendez compte que nous n'avons, face à des mesures d'un certain degré,
il n'y a pas application. Lorsqu'on prendra des mesures d'un degré supérieur, comment allons-nous attendre qu'il y ait une application au niveau du terrain? Le doute est de plus en plus grand. Et concernant ces mesures, je parlais tout à l'heure de la convocation du Minresi pour fabriquer. Je voudrais juste expliquer avec simplement, parce que d'abord je ne suis pas économiste, je suis plutôt médecin, mais je sais que dans un pays, le squelette de la production, c'est les entreprises. Bien sûr. Le squelette d'un pays, c'est les entreprises, c'est les firmes qui produisent les biens et services que nous consommons tous les jours. C'est aussi c'est trivial. Et alors, qu'est-ce que un gouvernement doit faire? Le gouvernement s'est arrogé de fait. Il est de fait celui qui nous pilote. Nous, on oublie toutes les questions antérieures parce qu'actuellement, nous sommes dans le coronavirus. Nous ne voulons pas parler de ça, mais nous regardons quelles sont les actions qui sont menées par le gouvernement pour le bien des Camerounais qui sont en péril et qui sont en danger de mort. Ce que le gouvernement devrait faire, il faut qu'il le fasse très vite, c'est d'aller voir des firmes qui ont le potentiel pour fabriquer tout ce dont on a besoin. Les masques, les médicaments. Et ces entreprises-là sont habituées à ce qu'on appelle la norme. Il y a les normes AFNOR, pour répondre à la question de M. Edmond Kambia de tout à l'heure. Il y a des normes qui sont connues. Ce n'est pas caché. Même sur Internet, on peut aller les chercher. Je n'ai pas besoin d'avoir ça dans ma tête. Donc, les entreprises connaissent les normes. Les chercheurs, les scientifiques qui travaillent avec le gouvernement connaissent ces normes-là. Donc, on va voir une entreprise, on dit, bon, allez, on a un problème grave. On n'a pas besoin de faire un dessin pour ça. Maintenant, vous avez la capacité, vous avez des chaînes de production, qu'il n'y a pas au Minresi, une fois de plus. Vous avez des chaînes de production pour faire plutôt les laits de toilette, ou bien je ne sais pas, l'eau de Javel, ainsi de suite. Vous nous transformez ces chaînes de production pour nous fournir 10 millions, 20 millions, 40 millions, selon les estimations, de litres de solutions hydroalcooliques. L'entreprise nous dit, bon, moi, pour faire ça, j'ai besoin de telle chose. D'accord, on va vous faciliter la douane. On va vous faciliter, vous n'allez pas payer la douane pour tel produit, vous allez machin, et on peut même vous donner de l'argent. Et là, parce que l'entreprise a ce qu'on appelle un avantage comparatif par rapport à la gestion du Moyen-Âge. Même si le Moyen-Âge n'était pas comme ça, où on pense qu'on va demander au ministère, ils sont des magiciens. Le Minresi ne sont pas des magiciens. Il faut des gens qui le font chaque jour. Ils sont des chercheurs, ils ne connaissent rien dans ce qui concerne la production industrielle. Rien du tout, hein. Rien du tout. Ce sont des chercheurs. Ils ont des talents ailleurs, mais pas là-bas. Et on leur demande de fabriquer la chloroquine pour donner aux Camerounais. Maintenant, voilà ce qui se passe. Ça devient donc un contrat gagnant-gagnant. L'entreprise gagne parce qu'il faut encourager l'entreprise. Oui. C'est un effort supplémentaire qu'ils font. Et le gouvernement gagne parce qu'il dépense moins d'argent. Moins d'argent parce qu'il y a l'avantage comparatif. La deuxième chose, c'est quoi? La deuxième chose par rapport à ces mesures dont vous parlez, c'est les mesures d'accompagnement. Ouais. Et là, je fais un clin d'œil sur la déclaration du président Kanto. Les mesures d'accompagnement dont il a parlé depuis. Dans tous les pays, il y a des mesures d'accompagnement. Au Cameroun, vous voulez que les gens appliquent ce que vous demandez, sans mesures d'accompagnement des individus et des ménages, sans mesures d'accompagnement des établissements, des firmes, encore une fois, des entreprises qui nous produisent des biens et services pour que le pays continue à tourner. Mais dans la même mesure, on dit qu'il faut il faut faire en sorte que l'économie continue à tourner. L'économie va tourner alors que les gens sont à la maison et que vous n'apportez pas de mesures. Vous connaissez combien, vous savez bien que le chômage a bondi. Dès qu'on a parlé de confinement, le chômage, j'ai dit au Cameroun, hein, je ne parle pas, le chômage a bondi. Parce que les gens n'ont plus de rentrée, ils renvoient les travailleurs à la maison. Chômage technique, oui. Alors, s'il n'y a pas de mesures d'accompagnement, on nous met un maigre milliard dans le fond, et on nous dit que c'est des mesures d'accompagnement qui correspondent à 40 francs par Camerounais, c'est la blague. Donc, il faut ça. Il faut d'abord savoir à qui s'adresser, il faut savoir comment accompagner au niveau des individus, des ménages et des entreprises, les populations camerounaises. Et en ce moment-là, on peut s'attendre. Donc ça fait que nous, on craint beaucoup. Et vous, comment vous ne voulez pas donc, devant ce type de constat? Bon, laissez-moi vous rappeler. Voilà à
peut-être 3 millions, disons 3 millions d'habitants. Un peu plus d'ailleurs. Un peu plus. Si on dit 4 millions, une épidémie, je parle sous le contrôle du médecin épidémiologue de santé publique, une épidémie qui a des caractéristiques comme cette épidémie de coronavirus commence à faiblir et il n'y a plus de transmission importante lorsqu'à peu près 60% de la population est infectée. Parce qu'il y a une certaine immunité. L'Omicron n'arrive plus à se propager parce que les gens sont, 60% sont déjà, on va dire, immunisés. Mais malheureusement, il y a une létalité importante qui peut être faible en pourcentage, 3%, 4% parfois, mais quand on regarde à l'échelle de la médecine de santé publique, comme elle disait tout à l'heure, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Et ça fait que si on prend dans les 4 millions et qu'on prend rien que 50% des 4 millions, ça fait 2 millions de personnes qui vont être infectées. Si le taux de létalité sur les 2 millions, parce que les yeux aiment ou je ne sais pas, mettons même 1%. 1% de 2 millions. 1% de 2 millions, ça fait 20 000 personnes. Et si les 20 000 personnes sont infectées dans l'espace de 3 mois, je suis en train de parler de Douala. Imaginez-vous maintenant que 20 000 personnes décèdent et que 15%, c'est-à-dire que 15 fois plus doivent être hospitalisés parce que si on considère le pourcentage de personnes qui a besoin d'une hospitalisation pour cette maladie, c'est autour de 15%. Et que 15%, multiplié donc 20 000 par 15 pour voir le nombre de personnes qui auront besoin de soins médicaux. Et vous croyez qu'on peut être en train de blaguer? C'est pour ça que Panto a dit que le peuple se prend en main. Parce qu'on ne voit rien en face. 1 milliard c'est quoi? Le Mali vient de dire 10 milliards, 100 milliards récemment. Je crois que c'était hier. Le petit, bon, je ne peux pas dire le petit, je vais dire le petit. Si je le dis, c'est en termes économiques. Supposé en plus. Supposé finalement. Parce que nous avons géré les biens et services camerounais, c'est-à-dire la production camerounaise, avec un esprit de prédation incroyable. Parce que les gens au Cameroun ont prennent le Cameroun pour une forêt inépuisable. C'est pour ça que dès qu'il y avait, je termine par là, c'est pour ça que dès qu'il y a n'importe quoi, les gens volent tout et partent flamber. Maintenant qu'il y a un vrai problème, on n'a plus d'argent pour donner. Nous disons le Cameroun n'est pas une forêt inépuisable, le Cameroun est une ferme. Dans une ferme, c'est nous qui produisons à la mesure de nos efforts ce que nous allons manger. Et quand nous produisons beaucoup, nous mangeons aussi beaucoup. Voilà l'esprit MRC. Alors, Maître Pensy, juste en quelques secondes pour obtenir votre avis sur les conséquences économiques et financières qui s'avèrent importantes dans cette propagation du virus. On en parlait en off. Oui. Avant de revenir au docteur Baga. Je voudrais dire une seule chose pour dire, s'agissant des sanctions. S'il y a une sanction, il faut qu'elle soit assortie d'une loi. Vous ne pouvez pas prendre une sanction s'il n'y a pas... il y a d'ailleurs une formule latine. Donc, il faut qu'il y ait une loi qui soit sortie. C'est pour ça qu'en France, on a sorti des textes qui ont été votés au Parlement sur des amendes avec des multiplications. Donc, il ne faut pas que... On a vu des contraventions de 6 000 francs là, pour les gens... Oui, non, mais il faudrait que ce soit beaucoup plus fort. Ouais. La deuxième chose que je voulais dire, s'agissant de la production des médicaments par rapport au film, je suis tout à fait d'accord. Mais je dois lui rappeler qu'il y a un de mes amis qui s'appelle Tawamba Célestin, qui est d'ailleurs le président du JICAM, qui avait monté une usine ici pour fabriquer les médicaments. À Ronne-Poulin. À côté de Ronne-Poulin. Cette usine a fait faillite à cause de la contrebande. Et à cause des impôts qu'il voulait toujours autour de lui. Il n'a eu aucune aide médicale. Donc, parce que les médicaments qui se vendent le plus, c'est ce que les gens du quartier vendent au marché. C'est-à-dire, on vend les médicaments au marché qui servent à rien et ça va à l'encontre des médicaments même qui sont au niveau de la pharmacie. Donc, vous avez difficilement des usines qui peuvent, comme le docteur l'a dit, les firmes, parce qu'il y a la contrebande et qu'au niveau du gouvernement, on ne fait rien pour protéger ceux qui voudraient même faire des médicaments qui sont tombés sur le domaine public pour que ce soit moins cher. Et c'est ça la véritable problématique. Maintenant, s'agissant des mesures d'accompagnement, les 1 milliard, c'est rien. C'est zéro. Vous dites que c'est 1 milliard. Vous donnez 1 milliard, c'est quoi? C'est rien du tout.
ça ne peut faire rien. Il a donné le chiffre tout à l'heure, c'est 40 francs. Bon, les 500 millions trouvés par peut-être Camto, ça correspond à quoi? C'est 20 francs. Donc, tout ça, ça veut dire que c'est rien. Il faudrait d'ailleurs que nous mettons tout ça dans une même cagnotte pour que ça puisse fonctionner. On en reparlera tout à l'heure. Mais la mesure d'accompagnement, le chiffre, rien qui doit être fait pour aider les entreprises. Il faudrait des mesures fiscales pour exonérer. Il faudrait faire comme dans plusieurs pays où on a dit, vous ne payez pas l'électricité pendant 2 mois, vous allez faire en sorte que ce soit comme ça, on va vous aider. J'ai un restaurant, par exemple, à Bonaprise, je ne vais pas citer le nom, qui a renvoyé 30 personnes, parce qu'on a dit que le restaurant ne devait plus fonctionner. Le chômage et la misère va tuer 100 fois plus que le Covid-19. Ça, je vous le dis. Et si le gouvernement ne prend pas de mesures radicales là, parce que les gens sont toujours là, on va sanctionner. Vous allez sanctionner les gens avec quel argent? Les gens n'ont pas de quoi manger. L'électricité est coupée. Les gens vivent à 10, dans 15 mètres carrés. Et vous voulez qu'ils soient confinés dans une même maison avec les enfants et qu'ils n'ont pas de quoi aller acheter à nourriture et à boire. Vous refusez que les commerces, que les gens font dans la rue, qu'ils les font mourir tous les jours alors que les gens sont au chômage. C'est ça le véritable problème pour savoir si ces mesures sont applicables en Afrique avec autant de rigueur. Parce qu'en France, l'hôpital est gratuit. Tout ce qu'on fait est gratuit, etc. Même si les soins sont gratuits au niveau du Covid, il faut déjà aller à l'hôpital en taxi. Et puis, il faut avoir l'argent pour y aller. Et il n'y a pas de plateau technique, il n'y a pas suffisamment de médecins, il n'y a pas suffisamment on ne peut rien fabriquer dans ce pays. Les autres maladies n'ont pas disparu. Oui, et les autres maladies sont là. Et les gens sont dans le cadre d'une paupérisation extrême. Aucune profession ne fonctionne. Le Cameroun est en arrêt. En France, actuellement, on a dit au niveau du PIB, je pense que c'est 6%. Oui. Le cas du Cameroun m'inquiète. Nous sommes dans le cadre où nous sommes tombés en récession. Et une récession, c'est quoi? C'est 3 trimestres de croissance négative. Et nous allons quoi? Sur une faillite qui va être une faillite générale si le gouvernement ne se réveille pas. Donc, au-delà de nos bagarres avec le MRC, s'il te plaît, mon ami, dis à Camto, on réunit nos forces, on ne bagarre pas. Le Covid peut atteindre les frères des uns et des autres. C'est vous qui bagarrez. Je voulais vous dire ça. C'est tout ça. Nous devons être solidaires pendant la guerre. Alors, on va essayer de retrouver le docteur Baga aux États-Unis pour avoir son point de vue sur les questions qui ont été évoquées sur ce plateau. Docteur Baga, sur la question de l'implémentation des mesures, des 7 nouvelles mesures édictées par le Premier ministre chef du gouvernement, vous avez écouté sur ce plateau, certains ont évoqué la question des mesures d'accompagnement, c'est ce que développe tout à l'heure Maître Emmanuel Pensy, mais il y a également la question de l'indiscipline. On l'a d'ailleurs appris au cours de la dernière réunion interministérielle avec le Premier ministre chef du gouvernement, qui indiquait qu'il fallait qu'on monte d'un cran. Je me souviens encore de cette sortie du préfet du Foundi, qui disait que on a interdit de boire après 18 heures dans les bars et les Camerounais après 18 heures se retrouvent dans les domiciles privés pour continuer à boire, et il a décidé que même dans les domiciles privés, personne ne... Oui, mais je crois qu'il avait dit, je sais pas ce qu'il en est, je sais pas ce qu'il... Bon, peut-être certains vont évoquer la nécessité de l'ordre public, je ne sais pas si... Alors, docteur Baga, l'implémentation de ces mesures-là risque de se heurter à ces obstacles-là. La question de l'indiscipline, la question de l'absence jusqu'ici des mesures d'accompagnement, est-ce que c'est votre avis? Avant de revenir sur la question des masques. Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Et maintenant que j'ai la parole, je vais en profiter d'ailleurs pour faire un petit point sur ce que M. Pensy a dit tout à l'heure par rapport aux résultats probants des essais du professeur Raoult. Aujourd'hui, vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Oui, on vous écoute, allez-y, docteur Baga, c'est vrai que le son est un tout petit peu Raphaël Siatel, allez-y. Nous sommes aussi ici aujourd'hui pour informer les Camerounais sur la réalité, pas sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux, parce que les articles scientifiques ne se trouvent pas toujours sur les réseaux sociaux.
Il y a 2 jours, le professeur Raoul a sorti les résultats de ces essais cliniques. Ils sont jugés approuvant du tout les principes. Ils sont mitigés, voire controversés par les autres pour une raison qui est simple. Le professeur Raoul a eu 91% de taux de guérison. Pourquoi 91% de taux de guérison n'est pas suffisant dans ce cas? Parce que 80% de taux de guérison est enregistré sans traitement. Dans un traitement comme celui de la chloroquine et un essai clinique comme celui qui a été fait, il nous faut plus de 95% pour être significatif, d'une part. Et d'autre part, il faut un groupe au moins qui utilise un placebo qui ait des résultats différents ou alors médiocres. Je vous invite à aller sur tous les sites, même sur le site du ministère de la Santé, pour regarder les conclusions de cette étude-là. Elle est mitigée dans la communauté scientifique. Et je vous disais tout à l'heure que des résultats pareils ont été aussi enregistrés ici aux États-Unis, ont conduit au retrait des indications de la chloroquine par le CDC ici aux États-Unis. Donc la chloroquine, à tout point, on l'utilise, mais les résultats du professeur Raoul sont mitigés par la communauté scientifique. Et d'ailleurs, quand on dépasse 5% dans l'intervalle de contrôle, en général, c'est pas très bon. Maintenant que j'ai dit ça, je reviens sur l'immunité dont vous parlez tout à l'heure en termes de sérum et je fais un clin d'œil à mon collègue qui est sur le plateau qui a parlé de l'immunité acquise et de la létalité. En fait, si vous faites attention aux mesures que le PCRN a proposées, on a proposé le confinement partiel. Le confinement partiel, c'est de confiner ceux qui sont qui sont probablement ou potentiellement potentiellement, c'est 2 choses différentes. Pourquoi confiner les potentiellement à risque et laisser les autres vaquer? Parce qu'il y a aussi, comme mon collègue qui disait tout à l'heure, 60 à 70% d'immunité acquise qui peut être générée dans la population. Retenez ceci, 80% des gens qui contractent le coronavirus peuvent guérir à l'absence de tout traitement. Ce qui est sûr, ça veut donc dire que l'immunité acquise n'est pas à négliger dans notre cas. Ça participe aussi à la spécificité de la prise en charge et de la riposte au coronavirus. Il ne s'agit pas de copier et coller ce que les autres font. D'ailleurs, les autres, aujourd'hui, dans un confinement général, sont en train de se raviser parce qu'il y a une nécessité d'avoir cette immunité acquise de la population. Maintenant que j'ai fini de dire ça, je terminerai par la recherche scientifique avant de passer aux mesures d'accompagnement. Je pense que c'est une opportunité historique pour le Cameroun de faire un saut quantique par un investissement prioritaire sur les domaines de la santé et de la recherche scientifique. Il faut qu'on mette au-delà de la production des gels hydroalcooliques, que d'ailleurs, en passant, je rappelle que même dans les ménages, tout le monde peut se fabriquer son propre gel et les instructions sont sur des sites. Le Cameroun doit faire mieux dans la recherche scientifique et dans la recherche clinique. Il ne s'agit pas seulement scientifique, mais clinique aussi. Donc vraiment, nous interpellons le gouvernement camerounais à long terme. Il faut que le Cameroun ne subisse plus jamais des protocoles de l'étranger, surtout avec une molécule qui est connue chez nous plus que chez les autres. Il faudrait qu'on mette en place des mécanismes qui nous permettent de riposter à ce type d'épidémie dans l'avenir. Et ça, c'est le point essentiel dans la stratégie à long terme que nous proposons au gouvernement. Maintenant, pour venir aux mesures, les 7 mesures, je tiens aussi à rappeler que le PCRN a retenu, a donné un document et plusieurs de nos mesures ont été retenues parmi les 7. Commençons par la généralisation du port de masque, qui est une de nos mesures, je tiens à le préciser. C'est une très bonne chose, parce que comme je le disais tout à l'heure, la transmission intercommunautaire, nous sommes déjà au stade 2, donc il faut absolument que, à ce stade 2, je tiens à rappeler que 30% des asymptomatiques, 30% des infectés sont asymptomatiques, je le reprends. 30% des infectés sont asymptomatiques. Donc, tout Camerounais qui n'est pas testé, il doit se considérer comme asymptomatique. Il doit donc se protéger pour protéger les autres.
et le port des masques généralisés, c'est une mesure à saluer. Cependant, il manque, comme mes collègues sur le plateau ont dit, des mesures d'accompagnement. Il y a, dans la vidéo du Premier ministre, il dit que la SICAM qui est chargée de produire les masques. Et il est important, les économistes ne diront pas le contraire, de décentraliser. Un monopole dans cette situation serait désastreuse pour le Cameroun. Le chef du gouvernement a omis de standardiser les prix de ce masque. La SICAM produit les prix. Est-ce que le masque sera gratuit pour les Camerounais dans la stratégie de riposte où les Camerounais vont l'acheter? Si les Camerounais vont l'acheter, il faut préciser un prix standard pour éviter l'inflation et la fraude. On se connaît au Cameroun. Donc, nous proposons au Premier ministre et à son gouvernement de standardiser les prix. Le masque va coûter combien au minimum et au maximum? Quand on a fini de dire ça, la SICAM à elle seule ne peut pas produire 25 millions de masques et encore. Il faut plus de masques parce qu'un Camerounais doit avoir en moyenne par jour 3 masques pour pouvoir les changer. Il faudrait qu'il décentralise cette production en donnant accès aux petites et aux moyennes entreprises, la possibilité aussi de produire pour que tout le monde puisse avoir accès aux masques. Et mettre à contribution toutes les délégations régionales de l'administration territoriale dans la distribution de ce masque. Pourquoi c'est important de réguler la distribution de ce masque? On sait comment ça se passe. L'exemple récent du pain du 8 mars où les grossistes ont pris tous les pains et puis ont créé une pénurie artificielle pour faire de l'inflation. On sait comment ça va se passer au Cameroun. Il faut absolument éviter qu'il y ait ce genre de choses avec des masques parce qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Donc, je reprends. Toutes les délégations régionales de l'administration territoriale doivent avoir un point de décentralisation de gestion des masques, y compris même au niveau communautaire. Et le ministre de la Santé et le ministre de la Communication doivent mettre une stratégie communicationnelle pour permettre aux maires, par exemple, de pouvoir communiquer sur comment se produire un masque, y compris à travers les radios communautaires dans les villages. Parce que cette histoire, il ne s'agit plus de la blague. Et on n'a pas besoin que la SICAM produise des masques et que ça devienne une histoire de trafic ou alors de business. Quand on gère un problème de santé, on ne fait pas du business. Quand j'ai fini de parler des masques, je passe directement sur la production des médicaments. La première question que j'ai à poser, il s'agit de quels médicaments? On a copié-collé la stratégie de la chloroquine. Les résultats sont suffisants aujourd'hui. Au Cameroun, on parle de quels médicaments il faut produire. Le comité du Université qui disait qu'il faut claquer des doigts pour produire de la chloroquine, qui a dit aux Camerounais parfaitement que la chloroquine, c'est ça qui guérit. Et d'ailleurs, quels sont les chiffres de ceux qui sont, on dit les cas actifs. Mais qu'est-ce que ça veut dire cas actif en réalité? Quel est le nombre de symptomatiques que nous avons au Cameroun? Quels sont ceux qui sont sévères? Quels sont ceux qui sont modérés? Quelle est la capacité du gouvernement à faire en sorte que les lits soient occupés ou pas? C'est de ça qu'il s'agit. Dites-nous exactement les chiffres avant de nous dire des médicaments au travers des médicaments. La chloroquine, vous avez bloqué, on est d'accord, mais que faites-vous? Faites des recherches cliniques pour nous dire exactement de quoi il en ressort. Quel est le pourcentage de guéris qui ont utilisé la chloroquine et comment ils l'ont utilisé pour guérir? On ne peut pas se contenter de ce que les autres font chez eux pour extrapoler ça chez nous. On n'a pas les mêmes contextes et c'est inadmissible. Je profite pendant que j'ai encore ce temps de parole, s'il vous plaît, parce que je pense qu'il a été très disproportionné depuis que nous sommes là, pour dire ceci. Je reviens sur les mesures économiques et où est-ce qu'on pourrait prendre l'argent. Il est impératif, et d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi la loi des finances 2020 n'a pas encore été révisée. On est dans une situation de crise sanitaire. La première chose que le gouvernement aurait dû instruire au Parlement, c'est de réviser cette loi. Les institutions internationales comme le FMI et la Banque mondiale ont déjà procédé à une annulation de dettes. Il faut revoir les poches budgétaires. Par exemple, on cherche de l'argent partout. Il y a un fonds comment je veux dire? Il y a un fonds global que le gouvernement a mis en place un fonds d'aide, voilà, global que le gouvernement a mis en place pour recueillir de l'argent et aider
C'est une bonne chose. Mais il faudrait commencer à l'intérieur. Reviser la loi des finances. Reviser là et supprimer toutes les inutilités qui sont là-dedans. Par exemple, le 20 mai et la réception qu'on fait souvent au palais de l'Unité. En temps de crise, on a besoin de cette réception. Il faut actuellement la supprimer et prendre cet argent, reverser dans ce fonds d'aide pour essayer d'aider les Camerounais à faire face à cette crise. Les ministres, par exemple, et tous les directeurs généraux pourraient envisager d'offrir 3 mois de salaire pour mettre dans ce fonds-là pour aider les Camerounais. Les Camerounais sont en train de faire comme si nous cherchions de l'argent. Mais nous cherchons de l'argent au mauvais endroit. Il y a des poches budgétaires et il faut reprendre la loi des finances à réexaminer, supprimer les inutilités parce qu'en situation de crise, il faut que tout le monde se serre la ceinture. Et la ceinture ne peut pas seulement être serrée au niveau des populations. Les populations ont besoin d'être rassurées. La ceinture a besoin d'abord de commencer à être en haut. Par les ministres, les directeurs généraux, tout le monde doit mettre son salaire, son énergie à contribution pour gérer cette crise. Donc, monsieur le chef du gouvernement, ne cherchons pas loin. Mon collègue a dit tout à l'heure que le Mali a fait des mesures d'accompagnement chiffrées, il n'y a pas que le Mali. La Côte d'Ivoire en a fait. Le Gabon, tous les pays ont déjà dit à compter de combien, à liste, au niveau de pourcentage de comment ils vont riposter avec les mesures d'accompagnement. Il manque le Cameroun. On a l'impression que c'est parce que le fonds, il n'y a pas d'argent. Mais allez chercher l'argent où vous devez le chercher. Okay. Il faut supprimer ce qui est supprimable, mettre de l'argent à contribution et nous donner exactement ce que vous prévoyez faire avec ce fonds de solidarité. Et d'ailleurs, je profite pour leur proposer la gestion du fonds de solidarité. Je l'ai mentionné déjà sur un plateau télé. Ok. Le gouvernement, je finis par là, s'il vous plaît. Le gouvernement, aujourd'hui, ne peut pas reprocher aux Camerounais de ne pas avoir confiance en leur capacité à gérer un tel fonds. Parce que depuis 38 ans, ils nous ont prouvé qu'ils sont incapables de gérer de l'argent sans qu'il y ait des problèmes. On se rappelle encore de ce fonds qui est resté bloqué entre Washington et Douala. On n'a pas envie de ça pour le Covid-19 parce qu'il s'agit de la vie des Camerounais. Mettez en place une équipe qui coordonne la gestion de ce fonds. Donnez-nous les objectifs de ce fonds. Qu'est-ce que vous allez financer avec? Par exemple, le Premier ministre aurait pu dire que la production des masques sera financée par l'argent au nom de ce fonds et que tous les Camerounais devraient recevoir un masque gratuit. Parce que c'est ce fonds qui aura payé pour ces masques-là. On ne nous dit pas ce que le fonds fait. On demande aux gens de mettre de la solidarité, à certains d'arrêter leur collecte de fonds pour reverser dans ce fonds, sans nous dire exactement ce que cet argent fait. Il faut qu'on arrête, qu'on soit sérieux. Et être sérieux en ces temps de Covid-19, d'accord. D'essayer et de dire aux Camerounais ce qu'on veut faire. Merci. D'accord, on va sortir de l'émission dans quelques minutes, le temps de recueillir l'avis des uns et des autres sur le dernier sujet que nous allons évoquer très rapidement pour sortir de cette émission. Docteur Gonon, l'actualité cette semaine, c'était aussi et surtout cette sortie du ministre Atangandji, s'adressant spécifiquement, je crois, même si cela n'a pas été dit clairement, au MRC qui a lancé une opération de levée de fonds pour faire face au coronavirus. Le ministre de l'administration territoriale a indiqué que c'est une opération qui est illégale, en tout cas que le MRC aurait dû tout d'abord requérir au préalable son autorisation avant de lancer cette opération. Il y a cette réaction du professeur Alain Foguet dans le journal Le Jour, qui indique que Atangandji n'a qu'à dire ce qu'il veut, il ne peut pas empêcher au compteur de tourner. C'est-à-dire quoi? On est dans une logique de bras de fer avec le MINAT, un autre bras de fer, comme a semblé l'indiquer le journal Le Messager, un autre duel via Camto en perspective après la présidentielle 2018. Non, quand le professeur Alain Foguet dit qu'il n'a qu'à faire ce qu'il veut faire, il ne peut pas empêcher le compteur de tourner. Il ne s'agit pas là d'un bras de fer. Il s'agit là d'une situation où quelqu'un n'arrive pas à dormir pendant que vous êtes en train d'agir. C'est ça. C'est l'action contre la convoitise. Nous, on est dans l'action. Le ministre Atangandji, ministre du gouvernement,
illégitime, suppose, il convoque l'illégalité de l'action du président Kamto, mais je vais vous dire que ce projet est totalement légal. Il s'agit ici d'un projet d'assistance humanitaire. Ce projet n'entre pas dans le cadre dans les conditions prévues par la législation camerounaise. Nous sommes en situation exceptionnelle. Donc je ne sais pas où il va prendre cela. De toute façon, il a évoqué les dispositions de la loi du 21 juillet 1983 sur l'appel à la générosité publique qui est encadrée par la loi. Cette générosité publique, ça veut dire que pour qualifier quelque chose d'appel, une action en appel à la générosité publique, il y a des critères. Et une fois de plus, l'action que nous sommes en train de mener, l'action citoyenne déclenchée par le président Kamto, qui est soutenue par le peuple, je dis bien l'action citoyenne, n'entre pas, une fois de plus, dans le cadre de sa loi. Je ne vais pas trop m'appesantir dessus parce que je suis un peu gêné de m'appesantir sur la légalité. Je voudrais plutôt parler de la légitimité. La légitimité ici, c'est quoi? La première chose, c'est que le Cameroun est en situation d'urgence grave. C'est inédit, hein? Inédit depuis que le Cameroun existe. Nous n'avons pas encore eu à affronter un tel péril. Depuis que le Cameroun, depuis l'indépendance, et peut-être même pendant la colonisation, nous n'avons pas encore eu. Donc, il n'y a pas besoin d'expliquer que nous sommes dans une situation exceptionnelle, pure. Et dans une situation exceptionnelle, il y a ce qu'on appelle l'assistance à personnes en danger. Pourquoi les personnes en danger? Parce que les Camerounais se sentent abandonnés. Où est le capitaine qui s'est arrogé les rênes pour piloter le bateau Cameroun? Il est où? Non, donc vous croyez que nous on va rester dans un bateau qui n'a pas de capitaine? On ne se dit pas que, mais attends, toi qui es à côté, tu connais un peu cette affaire, ou bien nous avons des compétences, mettons-les en œuvre pour essayer de nous sauver. Alors, en même temps, on a vu, il y a un qui se pose la question de savoir, mais ça vous coûte quoi d'engager la démarche auprès du MINAT pour obtenir l'autorisation nécessaire? On a bien vu qu'il y a d'autres leaders ou d'autres hommes et des femmes politiques qui étaient qui étaient pratiquement dans le même projet, je veux dire dans un projet similaire, et qui ont fait la démarche exigée par le MINAT, qui sont allés voir le MINAT, et puis on voit très bien qu'avec eux, ça se poursuit sans anicroche. On peut vous demander pourquoi vous... Oui, il faut, monsieur Fangwa, il faut bien faire le distinguo. Des gens ont certainement pris des initiatives personnelles à leur propre compte. Je m'appelle tel, je vous appelle à venir contribuer dans le sac, la bourse pour qu'on constitue un fonds et aider nos frères camerounais. Ça, c'est quelque chose. Mais notre action ne s'inscrit pas dans ce cadre-là. Notre action, c'est un réveil citoyen de la population qui se sent en danger et qui veut prendre les choses en main. C'est pour ça que c'est la société, le président de Survie Cameroun Survival Initiative, c'est bien un représentant de la société civile. Christian Pendekoka. Il est de la société civile. Il n'y a rien de partisan ni de personnel là-dedans. Et plus, nous avons interpellé l'État, enfin le gouvernement actuel, pour qu'il désigne des cadres pour venir non seulement avoir un regard sur ce qui est fait, non seulement ça, il faut aussi qu'ils puissent contrôler. Ça, c'est à l'heure s'ils le veulent. Deuxièmement, et enfin, par rapport à ces membres du gouvernement, de pouvoir avoir un mot dans la décision, même dans la gestion des fonds. Donc, il n'y a pas de comparaison. Donc, nous ne cachons rien, il y a totale transparence, et c'est en réalité ce qui les dérange. Parce qu'ils n'ont jamais eu à afficher une telle transparence. Les exemples sont foisons, mais comme on n'a plus de temps, nous avons la Coupe du Monde 94, les exemples sont... Mais Maître Pessi, tel qu'expliqué par le docteur Ngono, en réalité, le problème ne devrait pas se poser. Non, le problème se pose parce que j'ai suivi le docteur Ngono tout à l'heure qui était mal à l'aise. Parce qu'il a dit, moi je ne peux pas parler de la légalité, parce que la légalité, il sait très bien que la légalité, il ne peut pas en discuter. Il ne peut pas en discuter parce qu'il existe des textes. Comparé à la s'il vous plaît, il y a des lois. Ok. Moi j'ai entendu un jeune confrère qui s'appelle Christian Beaumont faire des arguties avec des ineptes
en disant qu'il y avait état de nécessité. Je rappelle que, et j'ai ici le lexique juridique du droit, l'état de nécessité, c'est cause d'irresponsabilité pénale par justification bénéficiant à la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, nous ne sommes pas dans le cas d'un état de nécessité. Maintenant, la légitimité que vous voulez opposer par rapport à une décision légale, il existe un texte. Et le texte est bien signé, le président élu. Là, il a oublié de mettre un H. Et sur ça, il dit, lui, Camto, qui fait ce qu'on appelle usurpation de titre de fonction, qui est une disposition pénale. Je vous le rappelle, parce que pour l'instant, on s'amuse. On peut le poursuivre sur cette base-là. Vous pouvez, parce qu'on en a discuté, c'est un appel public à l'épargne des Camerounais pour faire un don. À qui? À un parti politique. Parce que c'est lui, c'est Camto. C'est Camto qui, en tant que président élu avec H, demande aux Camerounais de cotiser. Et ces sons-là, il va en faire quoi? Ceux qui, ce n'est pas moi, disent que c'est peut-être pour acheter des armes. C'est peut-être pour s'enrichir. C'est peut-être pour faire je ne sais pas quoi. C'est peut-être pour donner à son parti. Et à ce moment-là, le MINAT, qui est le patron des associations, mais c'est pour la fin du match. Moi, je ne suis pas comme lui en demandant aux banques de fermer les comptes, parce que c'est une relation personnelle entre les banques et son client. Moi, ce que je ferais, si j'étais, j'allais saisir le procureur de la République. Et le procureur de la République allait ouvrir l'information judiciaire, il a fait une commission rogatoire et saisir les fonds. Et ces fonds-là, puisque c'est illégal, vous allez aller devant le tribunal, parce que vous avez déjà entendu dire que vous irez devant le tribunal pour rechercher ces fonds. Puisque vous voulez que ces fonds aillent uniquement pour essayer d'aider les Camerounais, on va les mettre dans un fonds commun. Et je suis d'accord avec vous. Si vous savez gérer les fonds. S'il vous plaît, je n'ai pas terminé. On va faire de trop mauvais antécédents pour gérer les fonds. Je n'ai pas terminé. Je suis en train de dire que moi, je vais dans votre camp. Je suis d'accord. Mais dans tous les cas, ça finira dans les fonds de solidarité nationale. De solidarité nationale qui sera géré par des personnes au-dessus de tout soupçon. Il faut y avoir une transparence. Ouais. Ça ne doit pas être géré par le ministre. C'est ce que vous croyez ou c'est ce qui est fait? C'est ce que je vous dis, ce que moi je préconise. C'est ce qui se passe. C'est ce que je souhaite. Moi, on parle du Cameroun actuel. À ce niveau-là, ça veut dire que vous êtes d'accord, qu'il y a pour au niveau de la gestion des fonds. Au niveau de la gestion, ça c'est de ce type de fonds. Il y a eu compte économique qui est parti avec l'argent de la Coupe du Monde. On ne sait pas où c'est parti, dans les valises, dans les gars qui ont disparu. Ça pose un problème au niveau des Camerounais. Et moi, je souhaite que ces fonds-là, les Camerounais soient généreux, mais que ce ne soit pas un parti politique qui viole la loi. Parce que là, sur ce point-là, c'est pas mon ami Pena Koka que je connais depuis les années 70. Il avait Camto et par conséquent, il est disqualifié pour pouvoir gérer ce type de fonds. On va le faire avec des gens de bonne volonté et qui existent au Cameroun. Alors, Edmond Kanga, juste en quelques secondes, est-ce que cette bataille-là, on devrait y être aujourd'hui, au moment où on a besoin d'une union sacrée pour faire face au Covid-19? Point du tout. Cette bataille est vaine, elle est inutile. Au moment où les Camerounais meurent tous les jours du Covid-19, on n'a pas besoin de querelles politico-politiciennes. On n'a pas besoin de juridisme sur des questions humanitaires. On a besoin de sauver des vies. Ce que je trouve scandaleux dans la sortie du ministre de l'administration territoriale, c'est lorsqu'il menace les banques. Elle a dit qu'il va faire, elle a demandé de faire clôturer les comptes qui auraient été ouverts par des leaders d'associations ou de partis politiques. Il n'a pas du tout autorité pour faire fermer des comptes, pas du tout. Il n'est même pas le ministre des tutelles des institutions financières, le MINAT. Il joue, en fait, là alors, ça dit il est hors sujet, il est hors jeu lorsqu'il menace les banques. C'est une affaire, comme l'a dit M. Pessi tout à l'heure, entre le client et sa banque. Il n'a rien à foutre avec la banque. Okay. Donc, ce que je dis, parce que la vie est un droit sacré, c'est un droit inaliénable. Nous devons tout faire pour que toute initiative publique et privée aille ensemble pour sauver les Camerounais. Absolument. Sortons du juridisme, sortons des batailles politiciennes. Ce qui compte, c'est de sauver les Camerounais.
Après la sortie du MINAT, les contributions ont flambé dans le fonds suivi Cameroun Survival. Vous êtes à combien maintenant, Dr Ngonon? Nous sommes déjà à près de 600 000 euros. Peut-être que je suis en dessous. En tout cas, on va s'arrêter là pour ce dimanche. Infiniment merci, Dr Modeste Ngonon, d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes médecin et vous êtes militant vous êtes membre du bureau du porte-parole de Maurice Kamto. Oui, militant du MRC. Voilà, c'est bien de le préciser. À toutes les structures du MRC. Voilà. Merci infiniment d'être venu. Je l'ai indiqué pour qu'on comprenne le sens et la portée de votre parole sur ce plateau. Merci également à vous, maître Emmanuel Pincy, d'être venu sur le plateau droit des réponses. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, j'ai bien précisé, depuis une quarantaine d'années, et cadre du RDPC, le parti au pouvoir. Et avocat du barreau de Paris. Oui, ça aussi, j'ai oublié de le signaler. Edmond Kamga, c'est très important. Ouais. Merci Edmond Kamga d'être venu sur ce plateau. Toujours avec plaisir. Vous êtes journaliste éditorialiste à La Nouvelle Expression et consultant sur droit de réponse. Merci également au docteur Marie Baga qui était avec nous des États-Unis. Infiniment merci docteur d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe technique autour de Georges Mitterrand, Dame, Dallas Chana, Eric Ouattara, Raphaël Dipanda, Cédric Chouna. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi cette autre livraison de droits de réponse. Duval Fangwa, c'est mon nom. Joyeuse Pâques, une fois de plus, à toute la communauté chrétienne. Et à très bientôt. Au revoir. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Sur Equinox Télévision.